Asseyez-vous. Bien, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. À quelques jours de la rentrée scolaire et de la rentrée tout court, j'ai souhaité, avec les ministres en charge de l'éducation nationale et de la santé, de vous faire un point le plus complet possible sur la situation sanitaire que traverse notre pays et de vous rendre compte des mesures que nous avons prises, que nous prenons, que nous allons prendre, à la fois pour faire face à cette situation et plus généralement pour préparer cette rentrée. Je pense, m'inscrivant ainsi dans le travail engagé par mon prédécesseur Édouard Philippe, qu'il est indispensable de vous rendre compte, de rendre compte à la nation des actions que nous engageons, de répondre le plus précisément possible à toutes les interrogations que cette situation appelle de la part des Françaises et des Français. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que nous avons réalisé une innovation puisque, cette fois-ci, depuis 24 heures, nous avons ouvert à des internautes la possibilité de nous poser des questions et nous essayons d'y répondre après nos interventions liminaires. Autre précision importante, c'est la rentrée. Je le disais, à partir de la semaine prochaine et de manière extrêmement régulière, de façon hebdomadaire, le ministre chargé des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, tiendra un point presse hebdomadaire donc pour rendre compte de l'évolution de la situation et je me réserve, comme je l'ai fait d'ailleurs tout au long de cet été, la possibilité d'intervenir sur ces sujets autant de fois que cela sera nécessaire. Alors si vous voulez bien, nous allons passer donc tout d'abord justement à la situation épidémiologique pour bien fixer le cadre dans lequel nous nous trouvons. Donc je pense que vous le savez toutes et tous, nous sommes depuis quelques semaines dans une phase incontestable de recrudescence de l'épidémie. Il y a d'abord, vous savez, ce qu'on appelle le taux de reproduction du virus, le fameux R, qui se situe au-dessus de 1, ce qui signifie que le virus gagne du terrain. Il avait atteint 3 au plus fort de l'épidémie et nous étions redescendus à 0,7 en mai. Nous sommes aujourd'hui autour de 1,4. Nous comptions moins de 1000 nouveaux cas par jour à la fin du confinement. Nous sommes aujourd'hui à plus de 3000 nouveaux cas par jour. Alors bien sûr, il faut interpréter ces chiffres avec prudence, puisque par rapport à cette période, le mois de mai, nous testons beaucoup plus de monde. Et évidemment, plus on teste, plus on trouve. Néanmoins, cette montée en puissance des tests n'explique pas tout. En effet, le pourcentage de personnes positives augmente. Le taux de positivité des tests était de 1% juste après le déconfinement. Il est aujourd'hui au-dessus même de 3,7. En conséquence, nous estimons ce qu'on appelle le taux d'incidence collective à 39 personnes positives pour 100 000 dans la population, c'est-à-dire 4 fois plus qu'il y a un mois. Alors, ce n'est pas une spécificité française, puisque, vous le savez, le virus progresse partout dans le monde, tout près de nous, dans les pays d'Europe, comme l'indique la carte qui s'affiche, le taux d'incidence augmente. Il se situe grosso modo autour de 20 pour 100 000 en Grande-Bretagne et en Allemagne. Comme la France, autour de 40 pour 100 000 aux Pays-Bas et à près de 60 pour 100 000 en Belgique. Ailleurs qu'en Europe, certains pays présentent des niveaux d'incidence extrêmement élevés, je pense en particulier aux États-Unis ou plus encore au Brésil. Revenons en France. Ce que nous disent les statistiques, c'est que ce virus circule beaucoup chez les jeunes. Et en particulier ces derniers, pour la tranche 20-30 ans, présentent des tests positifs proches de 6%, donc plus que la moyenne nationale. Cela explique d'une part ce qu'on appelle les asymptomatiques, qui sont en nombre évidemment élevés au sein de cette population, c'est-à-dire qu'ils sont finalement des porteurs du virus sans qu'ils s'en rendent compte, et ce qui explique aussi, j'y viens car vous le savez, c'est un indicateur majeur, l'impact, pour l'instant, relativement faible
de ces évolutions statistiques sur notre système hospitalier. Cela étant, la positivité augmente pour toutes les tranches d'âge et le nombre d'hospitalisations, précisément, commence doucement, mais sûrement, à remonter. Plus de 800 patients Covid sont admis à l'hôpital par semaine en ce moment, contre 500 il y a 6 semaines. Ce n'est pas une explosion, c'est une tendance. Autre caractéristique, celle-ci géographique, le virus progresse sur tout le territoire français, mais évidemment, certains départements sont plus touchés que d'autres. Le virus circule désormais dans toutes les régions et plus, comme c'était le cas au début de l'épidémie, en Île-de-France et dans le Grand Est. Dans la majorité des départements, l'incidence a ainsi dépassé les 10 pour 100 000. Il y a toutefois de fortes disparités, comme l'indique la carte qui s'affiche au tableau, puisqu'un certain nombre de départements ont dépassé le seuil de 50 pour 100 000. Ce seuil est important dans notre batterie de mesures, puisque nous avons pris en conséquence la décision d'inscrire 19 nouveaux départements, vous les voyez sur la carte, en rouge, c'est-à-dire ce qu'on appelle en zone de circulation active du virus. Ça porte donc au total le nombre des départements concernés à 21, puisque Paris et les Bouches-du-Rhône y figuraient déjà. Cela, vous allez le voir, emporte un certain nombre de conséquences sur lesquelles je reviendrai. Ces indicateurs montrent que l'épidémie regagne du terrain et que donc c'est maintenant qu'il faut intervenir, ou en tout cas qu'il faut continuer à intervenir massivement. Incontestablement, il se passe quelque chose depuis cet été, en France et ailleurs, que les scientifiques n'avaient pas forcément modélisé ou prévu. C'est d'ailleurs, vous vous en souvenez, ce qui m'avait amené à tirer le signal d'alarme début août à la faveur de mes déplacements estivaux. Tirer le signal d'alarme, mesdames et messieurs, cela ne signifie pas que nous soyons dans une situation grave, comme nous l'étions en début d'année. Nous en sommes encore, Dieu merci, très loin par rapport à ce que nous avons connu en avril ou en mars, puisqu'on estime qu'à cette époque, le taux d'incidence, donc au moment du pic de l'épidémie, se situait autour de 1000 pour 100 000, soit à peu près 20 fois plus qu'aujourd'hui. Mais précisément, c'est donc maintenant qu'il faut intervenir parce que la croissance de l'épidémie peut être exponentielle si on ne réagit pas rapidement. Alors, la bonne nouvelle, évidemment, en plus par rapport à cette période, c'est que nous sommes en mesure de suivre beaucoup mieux l'évolution du virus et que nous sommes donc en capacité d'agir et de réagir beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus fine, c'est-à-dire beaucoup plus localisée. Donc les données, ce sont celles-là, circulation forte à nouveau du virus en France, en Europe et dans le monde. Face à cette situation, quelles dispositions le gouvernement a-t-il pris et va-t-il prendre? Je voudrais d'abord vous redire les principes qui nous guident, la logique globale, transversale, la cohérence de notre action. Elle pourrait se résumer en une phrase: vivre avec le virus. Le virus, il est toujours là, hein, on vient de le voir, et même il semble progresser. Nous devons donc nous doter de tous les moyens pour stopper cette progression et pour nous protéger. Et grâce à cette protection, à cette vigilance, nous devons tout simplement continuer au maximum à vivre, à travailler, à nous éduquer, à nous cultiver, à nous distraire, à vivre. Septembre est là, à notre porte, c'est, en France comme ailleurs, le mois de la reprise. Eh bien, nous voulons que cette reprise soit la plus large possible, bien entendu, dans un cadre sécurisé. Car plus l'activité s'arrête, plus la crise économique et sociale, cette fois, s'amplifie, et plus les conséquences humaines seront dramatiques. Je veux que vous sachiez qu'il est évidemment de notre devoir d'anticiper et de prévoir toutes les hypothèses.
Ce qui me conduit à vous dire deux choses. La première, c'est que des plans de reconfinement, c'est-à-dire des mesures plus lourdes encore, qu'ils soient territoriaux ou globaux, sont prêts, sous l'égide du ministère de la Santé. D'autre part, vous indiquez également que notre système hospitalier, au sens large, est prêt aussi à une éventuelle nouvelle vague de patients en termes de lits, de masques, de médicaments, de réanimateurs, etc. Mais notre objectif, c'est bien évidemment de tout faire pour éviter un reconfinement, surtout généralisé, pour éviter un afflux massif de patients dans les services de réanimation tels que nous les avons hélas connus. Et je veux vous dire que cet objectif est à notre portée collective, pour peu que nous soyons tous mobilisés et responsables. Le premier symbole de cette reprise, c'est la rentrée scolaire. Et nous l'avons, je vous le dis, préparée avec soin depuis plusieurs semaines, car, comme le virus, vous l'avez peut-être observé, le gouvernement n'a pas pris de vacances. Le ministre chargé de l'Éducation nationale y reviendra dans quelques instants et vous en parlera plus en détail. La reprise, c'est celle qui va s'effectuer dans le milieu professionnel, en présentiel ou en télétravail, pour lequel nous avons également pris des dispositions afin que cette reprise s'effectue le mieux possible. C'est pourquoi nous devons, évidemment, en premier lieu, c'est la prévention, garantir la plus grande protection sanitaire face au virus à toutes et à tous. Et je voudrais, avant qu'Olivier Véran ne vous en précise le contenu, vous indiquer les axes essentiels de notre politique en la matière. Notre première arme pour lutter contre la propagation du virus, c'est évidemment la prévention. Cette prévention, je veux le répéter une nouvelle fois devant vous avec solennité, elle concerne et s'adresse à tous, mais nous la devons en premier lieu aux personnes qui sont les plus vulnérables à la maladie, c'est-à-dire les plus de 70 ans ou celles et ceux d'entre nous qui sont atteints de certaines pathologies chroniques graves et que le virus pourrait fragiliser davantage encore. Ce sont ces personnes qu'il faut protéger au maximum, car ce sont elles qui, nous le savons, développent les formes les plus graves de la maladie et parfois les formes les plus mortelles. Nous avons fait en la matière de grands progrès, nous leur avons passé des messages constants qu'elles ont captés. Mais il faut que toutes les autres générations soient extrêmement responsables et protectrices à leur endroit. Puisque nous parlons de la rentrée scolaire, par exemple, évitons que papy et mamie aillent chercher les enfants à l'école, quitte à renforcer le périscolaire jusqu'à ce que les parents puissent venir eux-mêmes les récupérer. Vous le savez, cela a été dit et redit, la protection passe aujourd'hui par le port du masque, le plus possible. Nous avons, depuis des mois, progressé dans la connaissance du virus, notamment sur le fait que sa transmission puisse être aéroportée, comme le dit l'Organisation mondiale de la santé. Notre Haut Conseil de santé publique a en conséquence fait un certain nombre de recommandations sur le port systématique du masque. Et nous avons pris, et nous allons continuer à prendre, des décisions en ce sens. Je vous rappelle que le masque a d'abord été rendu obligatoire dans les transports dès le 11 mai, au début du déconfinement. Puis, dans les commerces et les lieux recevant du public. Ensuite, dans les espaces publics fréquentés par décision des préfets. C'était au début du mois d'août. Et dans la perspective de la rentrée, la doctrine a enfin été étendue aux entreprises, aux milieux professionnels et à l'école. La règle est simple, le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces fermés où se situent plusieurs personnes, qu'il s'agisse d'un train, d'une salle de réunion, d'un musée ou d'un supermarché.
Ces règles, je l'indiquais, s'appliquent désormais dans les entreprises et dans les lieux professionnels, salles de réunion, open space, couloirs et dans les bureaux, sauf évidemment si on y est seul. Nous attendons, je le précise tout de suite, de savoir dans quelle mesure le Haut Conseil de la santé publique, dans certains territoires ou dans certaines organisations professionnelles, nous autorise à faire quelques adaptations à ce principe général, qui est un principe protecteur. Cette règle, évidemment, s'appliquera dès la rentrée dans les écoles. Tous les enseignants de la maternelle au lycée devront être masqués, de même que tous les élèves à partir du collège, suivant encore les recommandations tant des sociétés de pédiatrie que du Haut Conseil pour la santé publique. Dans l'enseignement supérieur, le masque sera obligatoire pour tout le monde. Cela me conduit à réévoquer la question de l'accessibilité des masques, qui est devenu, j'allais dire, un bien de tous les jours pour les Français, et de vous rappeler quelle doctrine la France a employée, qui est une des plus généreuses dans le monde. D'abord, nous fournissons des masques gratuits à nos concitoyens les plus modestes et à leurs enfants susceptibles d'être scolarisés. Nous avons envoyé récemment 50 millions de masques à 3 millions de familles modestes et précaires, c'est-à-dire à près de 9 millions de Français. Pour tenir compte de ce que j'entends, nous avons décidé de renouveler cette opération en octobre et aussi souvent que ce sera nécessaire jusqu'à la fin de l'épidémie. Les personnes ayant des difficultés de revenus, d'une part. D'autre part, les personnes vulnérables à la maladie, que j'ai déjà évoquées, et qui ont besoin de masques souvent spécifiques, je rappelle que depuis le mois de mai, elles peuvent se fournir gratuitement auprès de leur officine sur prescription médicale. C'est donc une politique très équilibrée qui fait appel au sens et responsabilités de chacune et de chacun, gratuité des masques à la fois pour les plus précaires et pour les populations les plus exposées médicalement au virus. J'ajoute que le port du masque ne doit pas nous faire oublier le respect des gestes barrières. Nous devons continuer à nous laver les mains régulièrement, à nous tenir à plus d'1 mètre de distance les uns des autres lorsque cela est possible. Au-delà des règles, des interdictions et des sanctions, nous devons donc surtout faire attention finalement dans notre vie quotidienne. Porter un masque, ça n'est pas toujours très simple. Se tenir à distance des autres, ça n'est pas un réflexe absolument spontané. Et pourtant, avouons ensemble que ce ne sont pas non plus des contraintes insurmontables. Éviter autant que possible les fêtes familiales, respecter les gestes barrières même lorsqu'on est en famille chez nous, etc. Je vous rappelle que seuls 20% des contaminations s'expliquent par des clusters, des regroupements, soit en milieu professionnel ou extra-professionnel, ce qui signifie que l'essentiel de la transmission du virus se fait par des contacts du quotidien, notamment dans l'espace privé. Nouvel appel à notre sens des responsabilités. Donc, la protection, le recours au masque, premier outil que nous développons. Notre deuxième arme, c'est ce qu'on appelle casser les chaînes de transmission, faire en sorte que quelqu'un qui a le virus ne puisse pas contaminer une autre personne. Cela suppose, vous le savez, de tester, d'isoler les personnes que ces tests ont révélées comme étant porteuses du virus et d'identifier les personnes avec lesquelles ces dernières ont été en contact. Le triptyque, présenté depuis longtemps aux Françaises et aux Français, testé, tracé, isolé, lui aussi fait appel à la responsabilité de chacun. Nous devons, lorsque nous sommes positifs, identifier les personnes avec qui nous avons été en contact et nous devons respecter l'isolement. J'appelle votre attention sur le fait que nous avons déployé une capacité à tester désormais parmi les meilleures du monde. 830 000 tests par semaine
avec la perspective du million de tests hebdomadaires en septembre. Nous avons déployé un dispositif de tests aux frontières, notamment à Roissy, qui s'est révélé performant. Bien sûr, nous avons encore des progrès à faire. Olivier Véran y reviendra, notamment pour permettre un accès privilégié au dépistage aux personnes présentant des symptômes et pour favoriser d'autres techniques de test. Et là aussi, nous trouverons toujours des endroits où il y a des files d'attente, des difficultés. Il faut que nous soyons patients et nous sommes évidemment mobilisés pour les résoudre. Notre troisième arme sur laquelle s'appuie notre gestion de cette épidémie, c'est l'approche territoriale. J'ai souhaité, le gouvernement précédent l'avait fait, que le risque épidémique soit piloté au plus près du terrain, avec des stratégies de réponse ciblées, rapides et graduées, dès lors qu'est constatée une dégradation de la situation épidémiologique dans tel ou tel territoire. L'illustration la plus nette de l'efficacité de cette stratégie, c'est sans doute celle que nous avons observée en Mayenne. L'ensemble des médias a rendu compte de cette situation. Le 28 juillet, au pic de la situation critique dans ce département, le taux d'incidence avait dépassé 180 personnes pour 100 000. Un mois plus tard, grâce aux actions ciblées qui ont été conduites par l'ensemble des autorités, nous sommes redescendus à environ 60 cas pour 100 000, c'est-à-dire 3 fois plus bas. Autre illustration de ce principe, les préfets, avec l'appui des ARS, préparent en lien étroit avec les maires et les élus des plans d'action pour adapter leur territoire et leurs institutions à une éventuelle recrudescence de l'épidémie. Pour les y aider, nous leur avons envoyé des recommandations générales, mais l'idée est bien que chacun puisse prendre des dispositions adaptées à la situation locale. Dans tous les territoires également, j'ai demandé aux représentants de l'État, toujours du reste en lien avec les élus, d'établir des plans de contrôle afin de s'assurer du respect des règles de protection sanitaire. Il ne suffit pas d'édicter des obligations, encore faut-il veiller à leur respect, le port du masque, les règles dans les établissements recevant du public, les contrôles, etc. Dans ces établissements recevant du public, depuis le 17 août, 30 000 contrôles ont été effectués, qui ont donné lieu à 1900 mesures de police, des mises en demeure, des demandes correctives et à 53 fermetures. Et actuellement, nous sommes, s'agissant des infractions au port du masque, à environ un flux de 700 verbalisations par jour. Et là aussi, c'est aux autorités locales, en fonction de ce qui est constaté, de décider de l'intensification éventuelle de ces actions qui, je ne le cache pas, est parfois nécessaire. Dans les départements, aujourd'hui 21, vous disais-je tout à l'heure, où le virus circule activement, les préfets disposent de pouvoirs renforcés. C'est ce que vous voyez se mettre en œuvre actuellement. D'abord, ils sont invités, après concertation avec les maires, généraliser le port du masque dans l'espace public, au moins dans les grandes agglomérations et dans les grandes villes des départements concernés. Cela a été fait à Marseille. J'ai demandé au préfet de police d'engager une concertation avec la maire de Paris et avec les élus des départements de la Petite Couronne où il nous semble urgent d'agir en matière de port du masque. Dans ces départements où le virus circule activement, il ne sera plus possible de déroger à l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes. Toujours dans ces départements, les préfets peuvent, lorsque les données épidémiologiques locales l'exigent, prendre des mesures complémentaires. Comme vous l'avez vu, cela a été fait dans les Bouches-du-Rhône avec la fermeture des bars et des restaurants après 23 heures.
Voici donc l'essentiel du dispositif sanitaire sur lequel le ministre de la Santé reviendra d'une part et sur lequel nous répondrons à vos questions éventuelles d'autre part. Au-delà des aspects sanitaires, le gouvernement va continuer de traiter de manière déterminée, cette fois-ci, les conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire. Vous le savez, les Françaises et les Français l'ont mesuré, la France a pris, dès le début de la crise, des mesures exceptionnelles dont beaucoup d'entre vous, entreprises, salariés particuliers, ont bénéficié. Chômage partiel, soutien à la trésorerie, prêts garantis par l'État. Des plans sectoriels ont été décidés par mon prédécesseur pour certains secteurs particulièrement impactés, l'automobile, l'aéronautique, le bâtiment, entre autres. Aujourd'hui, d'autres secteurs subissent encore l'impact des mesures de protection sanitaire avec une particulière acuité. Il s'agit notamment, essentiellement, de la culture, du sport, du tourisme, de l'événementiel. Pour que ces secteurs puissent continuer à vivre, c'est notre objectif, ce n'est pas de les fermer pour les protéger. Pour que vous puissiez continuer à bénéficier de leurs prestations indispensables à la vie collective et individuelle, nous allons prolonger et adapter pour eux les dispositifs de soutien, notamment en matière d'activité partielle. À cet effet, et pour appuyer le travail des ministres concernés et décider des mesures les plus adaptées, je recevrai à mon niveau, dans les jours à venir, les représentants de tous ces secteurs. Je verrai aujourd'hui et demain ceux du spectacle vivant et du cinéma. Les autres suivront. Votre gouvernement s'emploie également à limiter l'impact que la crise a eu pour les finances des collectivités locales, communes, intercommunalités, départements, régions. En effet, leur rôle dans la gestion de la crise sanitaire, qui mérite d'être une nouvelle fois salué, ne justifie pas qu'on les laisse dans des situations financières où ils ne peuvent plus agir et investir, et c'est ce que, dans le cadre d'une étroite concertation avec eux, nous faisons. Au-delà des secteurs d'activité et des territoires, nous continuerons à avoir une attention forte pour celles et ceux de nos concitoyens qui sont les plus impactés par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Je pense en premier lieu aux jeunes. Ils vont être nombreux, plus de 600 000 à la rentrée, à se présenter sur le marché du travail. J'ai annoncé à Besançon en juillet dernier des dispositions d'une ampleur inédite pour faire face à cette situation. Prime à l'embauche, promotion massive de l'apprentissage et de l'alternance, démultiplication des actions de formation, tant initiale que professionnelle. C'est l'une des grandes causes de la rentrée à laquelle j'ai du reste appelé toutes les entreprises de France à l'occasion hier de l'université d'été du MEDEF. La crise nous conduit également à être en soutien de ceux de nos concitoyens qui sont dans la difficulté ou la précarité. Des mesures très fortes ont été prises en leur direction par le gouvernement d'Édouard Philippe dès le début de la crise sanitaire. Comme je l'avais annoncé lors de mon discours de politique générale, nous avons revalorisé la prime de rentrée scolaire d'environ 100 € et son versement est d'ores et déjà intervenu. Pour les plus démunis, nous sommes prêts à pérenniser et à adapter les mesures prises au printemps et à cet effet, je recevrai les représentants des associations qui luttent contre la pauvreté courant septembre. La crise et sa gestion, ce ne sont pas seulement des mesures, des chiffres, des dispositifs, même si je veux souligner leur ampleur et leur efficacité. La crise doit d'abord se traiter et se régler par la solidarité, la prise en compte de chaque situation, l'écoute, l'humain, la considération que nous devons à chaque personne touchée et à chaque territoire impacté.
Le gouvernement que je dirige cherche et cherchera toujours les voies du rassemblement, de la concertation, du dialogue avec les partenaires sociaux, avec les collectivités locales, avec les citoyens. Ces valeurs, n'en doutez pas, comme l'a rappelé le chef de l'État, sont les meilleurs antidotes à la crise sanitaire, économique et sociale. Au-delà de ces mesures indispensables de sauvegarde, d'accompagnement et de solidarité, notre gouvernement, en cette rentrée, va également, comme le lui a demandé le président de la République, tirer les enseignements plus structurels de cette crise sanitaire inédite. Nous avons commencé de le faire pour notre système de santé et de soins. La signature en juillet dernier de l'historique accord dit du Ségur de la santé doit nous permettre de revaloriser les personnels pour accroître l'attractivité de ce secteur vital et leur exprimer la reconnaissance qui leur est due, de créer des postes de l'ordre de 15 000, d'investir et de moderniser les établissements, d'améliorer l'organisation, de décloisonner, de renforcer l'accès aux soins. Nous allons également, et cela a commencé, créer les conditions d'une relocalisation en France de la production de produits stratégiques pour la santé et les industries de santé, masques, médicaments, dispositifs médicaux, biotechnologie. Nous voulons également, et plus globalement, à partir des circonstances présentes, aider l'ensemble de notre économie à se transformer dans le sens d'une souveraineté accrue, d'une transition écologique ambitieuse, d'une modernisation de nos réseaux et de nos infrastructures. Nous allons massivement investir pour rapidement retrouver le chemin de la croissance, qui est, vous le savez, le meilleur levier pour lutter contre le chômage et rétablir nos finances publiques. Tel sera l'objet du plan de relance qui sera présenté en détail le 3 septembre prochain et qui s'inscrira en parfaite cohérence avec la logique de réforme et de transformation engagée depuis 2017. J'invite maintenant Monsieur le ministre de l'Éducation nationale à faire devant vous un point sur la préparation de la rentrée scolaire. Bien, merci Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs. La crise sanitaire est là, nous venons d'entendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation qui nous environne et nous y répondons avec toute l'énergie nécessaire et la volonté dont sont capables les personnels de l'Éducation nationale. L'objectif, c'est évidemment de répondre efficacement aux enjeux de la crise en considérant que l'école de la République n'est certainement pas une variable d'ajustement de la crise sanitaire. Autrement dit, il faut que les enfants aillent à l'école et ils iront à l'école dès la semaine prochaine. L'école est un élément essentiel pour notre société et c'est l'élément essentiel, évidemment, de la construction de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. Le confinement a montré, à contrario, le sens et l'importance de l'école. Sans l'école, les inégalités scolaires s'accentuent, les inégalités sociales aussi. L'apprentissage de la vie en collectivité se dissout. Et donc il est évident que tous les enfants de France doivent retrouver le chemin de l'école. C'est ce qui se passera le mardi 1er septembre prochain. Pour cela, il faut évidemment un environnement sanitaire garanti. C'est le sens du protocole sanitaire applicable à l'école. Nous l'avons publié en juillet dernier. Il prévoit tous les cas de figure de circulation peu active du virus, mais aussi de circulation active ou très active du virus. Et donc, comme les autorités sanitaires le préconisent, il a été décidé notamment que le port du masque par les adultes ainsi que par les collégiens et par les lycéens serait systématique et donc obligatoire. Depuis le début de la semaine, j'ai reçu les organisations syndicales et j'ai entendu et compris leur souhait que nous puissions établir un cadre de travail toujours plus clair, toujours plus simple et, autant que possible, toujours plus stable pour assurer la protection de tous les personnels et de tous les élèves. C'est pourquoi nous avions un protocole simple et concis et que l'ensemble des éléments qui peuvent le compléter font l'objet de recommandations disponibles sur notre site du ministère de l'Éducation nationale. Les règles sanitaires fondamentales sont les suivantes, et je voudrais les rappeler aujourd'hui à la suite de ce que vient de dire le Premier ministre.
D'abord, le lavage systématique des mains plusieurs fois par jour. On a parfois tendance un peu à l'oublier parce qu'on parle beaucoup d'autres sujets, mais en fait, cette mesure-là, je pense que le ministre de la Santé ne me démentira pas, cette mesure-là est essentielle, d'où l'importance d'ailleurs, et nous y travaillons avec les collectivités locales, de la disponibilité du savon, du gel hydroalcoolique dans l'ensemble des établissements. Il y a d'ailleurs eu, dans un certain nombre d'écoles, de collèges et de lycées, des travaux pendant l'été pour aussi faire évoluer les installations sanitaires dans un certain nombre de cas. Deuxième mesure sur laquelle j'ai déjà insisté, le port du masque obligatoire pour tous les professeurs et tous les personnels, de la maternelle à la terminale. Nous avons finalement voulu qu'il n'y ait aucune exception à cette règle. Donc même les professeurs à l'école maternelle ou même certaines circonstances pédagogiques ne justifient pas d'enlever le masque. Donc c'est le port du masque pour tous les adultes dans les écoles et les établissements, c'est très clair. De même, ce port du masque est obligatoire pour tous les élèves à partir de la classe de 6e jusqu'à la classe de terminale. L'Organisation mondiale de la santé dit que c'est à partir de cet âge-là qu'il est pertinent de porter le masque. Autre mesure, la limitation du brassage des groupes d'élèves dans un même établissement qui fait l'objet de recommandations du protocole sanitaire. Enfin, je voudrais insister aussi sur la désinfection quotidienne de tous les locaux. C'est aussi un sujet de la compétence des collectivités locales et qu'elles font et qu'elles feront évidemment tout au long des prochains mois. Rappelons que la plupart de ces mesures sont des mesures sur lesquelles nous nous sommes en quelque sorte entraînés pendant le déconfinement au mois de mai et au mois de juin. Et donc les acteurs sont préparés à cela, que ce soit l'éducation nationale, les collectivités locales, mais aussi l'ensemble des adultes et des élèves. C'est pourquoi nous pouvons être confiants, c'est pour ça aussi que nous pouvons nous réjouir de ce qui a pu être fait en mai et en juin pour avoir une expérience qui nous préparait à cette rentrée. À ce stade, il n'est pas prévu de mesures d'ordre général concernant l'espace scolaire dans les zones de circulation plus active du virus. Mais nous pouvons décider des mesures localisées. C'est ce que nous savons faire avec les préfets, les services des agences régionales de la santé et les recteurs, de façon à ce que lorsque des cas de Covid sont suspectés ou confirmés, se déclenche immédiatement une procédure qui est calée avec le ministère de la Santé. Cette procédure, si on la résume, c'est isolement de la personne qui a des symptômes, remise de la liste des personnes contacts à l'agence régionale de santé, dépistage rapide et systématique des cas contacts, analyse de ces résultats pour conduire les autorités sanitaires préfectorales et scolaires à envisager des mesures éventuelles de fermeture temporaire d'une ou plusieurs classes ou même d'un établissement. Ce sont donc des mesures ciblées, adaptées, dans la lignée de ce que vient de dire le Premier ministre sur notre capacité à avoir une adaptation locale des mesures que nous prenons. Le cas échéant, nous sommes en mesure d'assurer la continuité pédagogique d'un établissement ou d'une classe que nous fermons, par l'enseignement à distance, par la distribution de matériel et par toute une série de ressources pédagogiques. Tout ceci est détaillé aussi sur le site du ministère de l'Éducation nationale, au travers d'un plan de continuité pédagogique et au travers des ressources que nous publions. Je pense par exemple aux centaines d'heures de cours qui sont enregistrées aujourd'hui et au système Ma classe à la maison développé par le Centre national d'enseignement à distance. Nous abordons donc cette rentrée 2020 avec un esprit de responsabilité, c'est le sens du protocole sanitaire, un esprit de sérénité dans l'intérêt de tous nos enfants et avec la ferme volonté de pouvoir offrir à tous nos élèves une année constructive et épanouissante, parce que nous n'oublions pas que, même en période de crise sanitaire, l'ensemble des priorités éducatives demeurent et même sont renforcées pour hausser le niveau général de nos élèves et lutter contre les inégalités sociales. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, vous le savez, le Premier ministre l'a rappelé, l'épidémie ne s'est jamais arrêtée dans notre pays. Elle a en revanche ralenti considérablement et notre action collective, votre action, a permis de sauver de très nombreuses vies. Nous sommes parvenus à casser les chaînes de transmission, les chaînes de contamination, grâce aux mesures prises, grâce aux gestes barrières. C'est ce principe de limiter la circulation du virus qui guide toutes les mesures qui sont prises dans notre pays et d'ailleurs dans la plupart des pays du monde depuis des mois. Le virus, nous devons continuer à le traquer. Cela repose sur 3 enjeux que le Premier ministre a énoncés et sur lesquels, à votre demande, je vais revenir peut-être un peu plus en détail encore. Tout d'abord, pour traquer, il faut tester. Vous le savez, lors de la vague épidémique, nous avons considéré tout malade suspect du coronavirus comme malade a priori, avec
ou sans diagnostic biologique, à l'instar de ce que nous faisons dans notre pays depuis des décennies, pendant les épidémies grippales notamment, et suivant ainsi les recommandations internationales. Depuis, les choses ont évolué. D'abord, les recommandations scientifiques, françaises, internationales, nous ont dit de tester davantage. Notre connaissance du virus nous a incités à tester davantage. Et enfin, nous avons tout mis en œuvre avec les laboratoires publics et privés de notre pays pour être en mesure de tester davantage. Je m'étais engagé lors d'une précédente conférence de presse à ce que nous puissions progressivement tester jusqu'à 700 000 Français par semaine. Grâce aux efforts de tous, et je veux les saluer notamment en période estivale parce que personne n'a chômé. Je pense aux directeurs des labos, aux médecins biologistes, aux techniciens de laboratoire, aux préleveurs, qu'ils soient secouristes, étudiants, aides-soignants, infirmiers, à toute cette chaîne de biologie qui a permis de réaliser cette semaine 840 000 tests en France, c'est-à-dire au-delà des objectifs que nous avions fixés. Et comme le Premier ministre vous l'a dit, à raison, cette augmentation n'est pas terminée. C'est un effort de diagnostic et de dépistage sans précédent dans l'histoire des maladies infectieuses en France. Je me suis entretenu avec les laboratoires hier, à qui j'ai fixé un objectif de monter à court terme à 1 million de tests par semaine. Alors pourquoi 1 million de tests? Ce n'est pas un totem, c'est juste le reflet de notre capacité effective de tester. Cette capacité doit être désormais, pour la France, en mesure de nous placer parmi les pays en tête, dans le peloton de tête. Nous le sommes déjà, nous sommes dans le top 10, dans le top 8 peut-être, et nous voulons aller au-delà. Mais pourquoi nous voulons aller au-delà? Encore une fois, pas pour le plaisir d'avoir un chiffre. Ce que nous souhaitons, c'est rendre disponibles les tests pour tous ceux qui le nécessitent et pour tous ceux qui le souhaitent. Nous nous sommes donné les moyens de le faire, notamment en élargissant la liste des professionnels autorisés à réaliser ces prélèvements et en levant l'obligation de prescription. Nous avons également défini une stratégie de priorisation des tests parce que c'est important, à mesure que la demande augmentait, de ne pas passer à côté des situations les plus à risque, notamment les personnes qui souffrent de symptômes, les personnes qui sont cas contact, mais bien sûr les professionnels qui travaillent en contact avec des personnes potentiellement vulnérables, à commencer par les médecins, les soignants. Pour toutes ces personnes, nous devons garantir un accès rapide aux tests, et c'est pourquoi ces priorisations ont été déployées dans l'ensemble des territoires et auprès de tous les laboratoires. Nous avons effectivement connu des difficultés dans l'accès aux tests, dans certaines zones de France notamment, des difficultés pour trouver un rendez-vous qui pouvait s'expliquer par la période estivale, par la prise de congés de personnel tout à fait légitime d'ailleurs en période estivale de certains laboratoires, mais nous suivons cette situation de façon très attentive. D'ailleurs, je le dis, il est possible que dans les prochains jours, compte tenu du fait que nous avons recommandé à un certain nombre de Français qui revenaient de zones de circulation active du virus à se faire tester avant de reprendre le cours de leur vie normale, il est possible qu'à nouveau il y ait quelques embouteillages dans certains laboratoires, de certains territoires, mais je le redis, la priorisation est essentielle. Ainsi, si vous n'avez pas de symptômes, si vous n'avez pas été cas contact, mais que vous avez une inquiétude, une interrogation et que vous souhaitez pouvoir vous faire tester, il est possible que dans ce contexte particulier des prochains jours, on puisse vous demander de patienter quelques jours avant de pouvoir vous faire tester, mais dans les mêmes conditions, évidemment, que cet été, et ce n'est pas grave en soi. Par ailleurs, nous suivons très attentivement les délais dans lesquels les résultats des tests sont rendus. Dans une majorité de cas, ces délais sont inférieurs à 24 heures. Dans 80% des cas, ces délais sont inférieurs à 36 heures. C'est-à-dire que si vous vous présentez dans un laboratoire et qu'on vous fait un prélèvement, vous avez 4 chances sur 5 de recevoir les résultats le lendemain ou le surlendemain. Chaque jour, grâce à l'action de vos médecins, grâce à l'action des agences régionales de santé, grâce à l'action de l'assurance maladie, vous êtes plusieurs milliers de Français à être contactés par téléphone parce que vous avez été déclaré cas contact par une personne malade. Cas contact, qu'est-ce que ça veut dire? Je le rappelle brièvement, ça veut dire que vous avez été en contact prolongé, étroit, avec une personne qui a été déclarée porteuse du virus, donc potentiellement contagieuse. Et il est donc possible, mais pas certain, que vous ayez été vous-même contaminé par le virus. Et vous pouvez être également contacté si vous êtes personne malade avec un test qui est revenu positif. Si vous êtes la personne malade, lorsque vous êtes appelé, il est fondamental de répondre aux questions qui vous seront posées
de manière à nous permettre d'identifier les personnes cas contact autour de vous. Si vous-même êtes un cas contact, lorsque vous êtes appelé, il est tout aussi important de répondre aux questions qui vous sont posées, d'aller vous faire tester et de rester chez vous en limitant vos contacts, comme cela vous est expliqué lorsque vous êtes appelé au téléphone. Tout ce qui concerne l'organisation du test, tout ce qui concerne votre vie quotidienne pendant cette période de mise à l'abri, vous êtes évidemment expliqué lors de cet entretien. Je rappelle ce principe parce qu'en fait, c'est tout l'intérêt des moyens que nous mettons en œuvre dans notre pays pour lutter contre la transmission du virus. Je le dis parce que l'usure, la lassitude, parfois la baisse de vigilance, conduisent un certain nombre de nos concitoyens à ne plus ou à ne pas accepter de participer à cet exercice d'identification des cas contacts, ou plus grave encore, à ne pas respecter cette période de mise à l'abri. Nous avons fait, depuis le premier jour, le choix de la confiance, le choix de la responsabilité individuelle et collective. Contrairement à certains pays, nous n'avons pas mis en place de mesures de contrainte. Cela ne doit pas s'accompagner d'un moindre respect des règles, au contraire, et nous comptons sur chacun d'entre vous. Par ailleurs, nous avons saisi le conseil scientifique en vue d'adapter, si possible, les conditions de cette mise à l'abri, et notamment sa durée. Je rappelle qu'elle peut atteindre aujourd'hui 14 jours, et nous espérons pouvoir avoir un feu vert pour réduire cette période de mise à l'abri. En l'état, elle reste ce qu'elle a toujours été. Une autre manière de vous protéger est de protéger ceux qui vous entourent, et une autre manière d'être informé, c'est de télécharger une application, Stop Covid. Je rappelle qu'elle est gratuite, qu'elle est anonyme, qu'elle est sécurisée totalement. Plus de 2,5 millions, près de 2,5 millions de Français l'ont adoptée. Et je le dis, plus nous serons nombreux, plus elle fonctionnera et portera ses effets avec efficacité. Vivre avec le virus, vous le savez aussi, c'est avoir une attention particulière envers les personnes vulnérables, envers les personnes précaires également. Concernant les personnes âgées en EHPAD, vous le savez, nous avons été amenés à prendre au printemps dernier des décisions très difficiles sur le plan humain, mais des décisions qui étaient nécessaires pour sauver des vies auprès des milieux des personnes âgées protégées. Concernant ces personnes âgées en EHPAD, ce que nous faisons, c'est que nous intensifions le dépistage des personnels, notamment dans les zones où le virus circule activement. Nous maintenons un soutien médical à haut niveau, avec ce qu'on appelle des astreintes de gériatres, des interventions facilitées pour les médecins libéraux en EHPAD, des équipes mobiles hospitalières. Les décisions d'encadrement des visites qui pourraient être prises le seront au cas par cas et de façon toujours proportionnée. Notre but, c'est d'éviter au maximum un reconfinement généralisé des EHPAD, parce qu'il a été très douloureux pour les résidents, pour leurs familles, pour les aidants et pour le personnel. Cela ne se fera que si les gestes barrières sont appliqués avec la plus particulière vigilance dans les EHPAD, notamment sur la question du port du masque. Quoi qu'il en soit, les familles doivent et seront informées de toute évolution de la situation. Concernant les personnes âgées à domicile, nous maintiendrons ce qu'on appelle les opérations d'aller plus vers les personnes à domicile pour que la mise à l'abri ne soit pas synonyme d'isolement. Nous pouvons compter sur la mobilisation des collectivités territoriales avec des appels réguliers, du portage des repas. Nous maintenons la consultation spéciale bilan et vigilance auprès du médecin traitant. Enfin, concernant les personnes fragiles de retour au travail, je le dis, notre priorité reste bien évidemment la santé des travailleurs, mais nous devons aussi nous préoccuper d'éviter des risques de désinsertion professionnelle après un arrêt d'activité très long de plusieurs mois. Les personnes vulnérables, en raison de leur état de santé, qui étaient jusqu'ici en activité partielle, vont donc pouvoir reprendre leur activité professionnelle, mais elles ne le feront qu'avec des gestes barrières renforcés, conformément aux recommandations du Haut Conseil à la santé publique. En particulier le port d'un masque chirurgical qui devra être fourni par l'employeur. Cette décision a été prise sur le fondement de l'avis du HCSP pour protéger les plus vulnérables. Et nous garderons encore la possibilité d'un maintien d'activité partielle pour les plus vulnérables, en tout cas les plus fragiles des vulnérables, ceux qui présentent un risque particulièrement élevé de développer une forme grave de Covid-19. La précarité, c'est aussi les moyens de protéger et d'équiper les personnes qui souffrent de la précarité au quotidien dans notre pays.
Tous les citoyens doivent pouvoir évidemment bénéficier des protections ad hoc. Personne ne doit être gêné dans la possibilité de se protéger comme n'importe quel citoyen en raison de difficultés financières. C'est pourquoi le Premier ministre l'a détaillé, je n'insiste pas, 100 millions de masques au total ont déjà été distribués, la moitié par la poste, aux personnes en difficulté financière dans notre pays. Si malgré tout ce que nous mettons en œuvre pour endiguer l'épidémie, une pression sanitaire trop forte devait à nouveau se faire sentir, ce que personne ne souhaite, et encore une fois, ce que nous faisons tout pour éviter, et nous n'y sommes pas dans cette pression épidémique sanitaire, dans cette pression sanitaire trop forte, nous avons en tous les cas anticipé, sécurisé nos capacités de réponse, qu'il s'agisse des stocks stratégiques de masques, des équipements individuels, tels que les gants, ou encore des stocks de médicaments, de réanimation et de respirateurs. Au sujet des gants, je sais qu'un certain nombre d'entre vous peut rencontrer des difficultés pour se fournir et que les prix ont pu augmenter. Je rappelle que nous avons passé une commande pour 400 millions de gants, 60 millions arriveront dans les prochains jours et nous évaluons la situation et prendrons éventuellement un arrêté de plafonnement des prix sur les gants si cela devenait nécessaire. S'agissant de nos capacités en réanimation, chaque région dispose désormais d'une stratégie permettant d'augmenter ses capacités, y compris, si cela le nécessite, en passant par la déprogrammation, telle que nous l'avons connue, des actes chirurgicaux non urgents dans nos hôpitaux. Si la situation le nécessite, ce sont donc 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles dans notre pays pour accueillir près de 2 fois plus de patients en même temps que lors de la première vague de l'épidémie. En anticipation, une attention particulière, bien sûr, a été portée aux ressources humaines, organisation des équipes en réanimation, constitution de réserves régionales de volontaires pouvant répondre dans l'urgence à l'appel des établissements, formation renforcée des soignants. Enfin, nous disposons de stocks de médicaments de réanimation. Vous savez que c'était un point particulièrement difficile pendant la première vague, un point d'attention très fort. Et nous avons pris les devants, de sorte que nous sommes aujourd'hui en mesure de fournir des médicaments de réanimation jusqu'à 29 000 malades en tout, au total, en réanimation, c'est-à-dire à nouveau près du double que le nombre de malades que nous avons soignés dans nos réanimations au cours de la première vague épidémique. Un mot sur les masques pour les soignants, pour lesquels, vous le savez, nous avons passé des commandes massives, un chiffre, 4 milliards. C'est le nombre de masques que nous avons commandés et qui sont livrés toujours progressivement, à la fois en provenance des productions françaises qui ont augmenté massivement, mais également par des ponts aériens ou des ponts maritimes en provenance de la Chine. Nous avons décidé, à la demande du président de la République, de porter un stock national de masques à 1 milliard, 800 millions de masques chirurgicaux, 200 millions de masques FFP2. Ces stocks sont en cours de constitution et seront atteints d'ici à la fin du mois de septembre. Par ailleurs, j'ai demandé aux établissements de santé ainsi qu'aux professionnels de santé libéraux de disposer eux-mêmes d'un stock pouvant leur permettre de tenir face à une crise sanitaire de 3 semaines, ce qui décuple nos capacités de lutter contre toute forme de carence, et la plupart des établissements de santé remplissent déjà ces objectifs. Je voudrais vous parler de l'innovation pour terminer, parce que se préparer face à une crise sanitaire, c'est également se mettre en position d'accueillir les innovations sous toutes leurs formes. Les crises ont parfois ça, j'ose le mot positif, qu'elles sont de véritables accélérateurs de l'innovation. On l'a déjà dit pour la télémédecine, mais c'est également le cas en termes de recherche en médicaments et en vaccins. C'est aussi le cas dans le champ de la prévention et dans le champ du diagnostic. S'agissant des vaccins, de nombreux laboratoires travaillent actuellement et progressent avec plusieurs technologies de vaccination différentes. Je ne reviendrai pas ici en détail, ce serait beaucoup trop long pour expliquer comment se passe le développement d'un vaccin, mais je vois qu'il y a, ce n'est pas nouveau d'ailleurs dans notre pays, parfois de l'inquiétude et je voudrais pouvoir y répondre. L'arrivée d'un vaccin dans un pays comme le nôtre, ou dans tous les pays européens d'ailleurs, répond à des règles très strictes. D'abord, on identifie ce qu'on appelle la cible vaccinale et le moyen de lutter contre cette cible. Ensuite, on va tester le produit chez des personnes saines et éventuellement sur modèle animal, puis on va développer des essais à plus grande échelle, ce qu'on peut appeler les essais de phase 3, pour vérifier si, 1, le vaccin est efficace, et 2, s'il n'a pas ou peu d'effets indésirables. Et lorsqu'un vaccin remplit ces conditions, alors
il peut bénéficier de recommandations d'utilisation, d'une autorisation de mise sur le marché par les autorités sanitaires et évidemment d'un remboursement. Le jour où nous proposerons aux Français un vaccin, c'est qu'il sera à la fois efficace, sûr et qu'il aura rempli toutes ces conditions, sans attendre, au-delà du fait que nous accompagnons des industriels, français mais pas que, à développer de la recherche vers la vaccination. Nous avons passé ce qu'on appelle des précommandes auprès de certains laboratoires qui sont en avance de phase de développement, ceux qui sont les plus près du but. Certains nous disent qu'ils pourraient y arriver peut-être d'ici la fin de l'automne. Nous verrons, je n'ai pas de réponse fixe à cela. Et nous avons décidé, à la demande du président de la République, de travailler à l'échelle européenne avec la Commission européenne pour pouvoir préparer l'arrivée de vaccins et faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Concernant les traitements du Covid, la prise en charge des patients fait l'objet depuis le début de l'épidémie, vous le savez, de recommandations qui sont strictement fondées sur les résultats de la recherche scientifique et médicale, actualisées régulièrement par le Haut Conseil de santé publique en fonction de nouvelles données qui peuvent arriver à la fois de la France et à la fois du monde entier. Nous en sommes toujours au stade de la recherche scientifique. Et j'entends les impatiences, mais je le redis, le temps scientifique, le temps médical n'est pas le temps politique. Il faut du temps pour développer un médicament qui soit fiable et sûr. Cela étant, nous accompagnons de grands essais thérapeutiques menés en France et à l'international, qui peuvent être conduits par des institutions publiques ou par des laboratoires privés. Et nous avons mis, et notamment la recherche française, a mis en exergue certains traitements d'intérêt, comme le traitement par dexaméthasone, qui est un dérivé de la cortisone et qui réduit les formes graves dans de nombreuses situations. Nos chercheurs travaillent, croyez-le, d'arrache-pied. L'innovation concerne aussi la biologie médicale de manière à faciliter les tests. Je pense notamment aux tests salivaires, qui pourraient être demain des tests rapides, faciles, qui pourraient éviter la montée désagréable que plus de 7 millions d'entre vous ont déjà connue d'un écouvillon dans les narines, mais ces tests salivaires doivent être encore validés sur le plan scientifique pour être fiabilisés. Des études sont en cours à Paris, mais également en Guyane et dans d'autres endroits en France pour répondre à une question: trouve-t-on autant de virus dans la salive qu'au fond des fosses nasales? Mais ce serait important, ça nous permettrait de développer encore nos capacités de test. D'autres techniques existent, je pense au séquençage massif qui est porteur d'espoir, je pense également à ce qu'on appelle les tests antigéniques qui seront testés par les hôpitaux parisiens dans les prochains jours. Enfin, nous souhaitons comparer l'efficacité du prélèvement par voie nasopharyngée avec l'efficacité d'un prélèvement par voie oropharyngée, comme peuvent le faire un certain nombre de nos voisins. J'ai saisi les autorités scientifiques pour qu'elles nous émettent des recommandations. J'espère les résultats dans les prochains jours. D'autres pistes existent, je ne vais pas vous en faire l'article. Non pas que le sujet ne soit pas passionnant, mais je ne suis pas certain que tous les Français qui nous regardent partagent ma passion pour les stratégies de diagnostic et de test. Mais à cette occasion, je tiens à faire un clin d'œil et à remercier vraiment les nombreuses PME françaises qui se sont mobilisées et qui continuent de se mobiliser et qui sont remarquablement créatives dans le champ de l'innovation. Vous l'aurez donc compris, ces innovations, nous nous y préparons, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les faciliter et demain pour les déployer, dès lors que la communauté scientifique et les autorités sanitaires les auront considérées comme fiables, sûres et efficaces pour nous aider à lutter contre l'épidémie. Été posées par les internautes depuis hier. La première s'adresse au Premier ministre. Alors, Monsieur le Premier ministre, une question d'Amélie via Facebook. Est-ce qu'il y aura un confinement généralisé au local, car je suis une jeune en situation de handicap, je travaille dans un ESAT en Côte d'Or et ça me perturbe au niveau psychologique. Merci de me rassurer. Je pense que la perspective d'un confinement généralisé doit perturber beaucoup de personnes au-delà de cette dame en situation de handicap, si je comprends bien. Comme je l'ai expliqué, me semble-t-il clairement, la volonté et la stratégie du gouvernement reposent sur la mobilisation de tous les moyens pour éviter un reconfinement généralisé. J'ai également dit qu'il était de notre devoir, techniquement en tout cas, de nous y préparer, car nous ne pouvons, c'est d'ailleurs le caractère un peu imprévisible de cette épidémie qui nous y invite, nous ne pouvons nous priver d'aucun outil. Néanmoins, si ceux que nous mobilisons, que nous allons continuer à mobiliser, produisent leurs effets comme nous le pensons, si les Françaises et les Français
adaptent leur comportement à la situation présente, comme le font l'immense majorité d'entre eux. Il y a tout lieu de penser que nous éviterons un reconfinement généralisé. Il peut y avoir des situations de reconfinement localisées qui sont également prévues et qui, comme je l'indiquais, dépendront des évolutions épidémiologiques locales. En tout cas, la stratégie que nous proposons est claire, protection sanitaire maximale, mais devant permettre à la vie normale de se dérouler. Et donc, autant nous devons être prudents, nous devons être vigilants dans nos comportements. Il n'est pas utile ni souhaitable d'être anxieux, et j'espère que l'ensemble des dispositifs que nous avons prévus et annoncés rassurera notre internaute. Merci. Désormais, une question de Vincent, toujours via Facebook. Qu'en est-il du port du masque dans les bureaux et dans les salles de réunion? Toujours pour le Premier ministre. Toujours pour moi? Oui. J'ai indiqué tout à l'heure que nous avions pris une décision de généraliser le port du masque dans les bureaux, sauf évidemment, et j'ai besoin de le dire, dans les bureaux où l'occupant est seul. L'ensemble des socioprofessionnels, des filières, des branches s'est inquiété sur l'application systématique et générale de ce principe à des situations qui, compte tenu de l'organisation du travail, de la configuration des locaux, de la nature même de l'activité, pouvaient poser problème. Comme je l'indiquais tout à l'heure, nous avons donc saisi le Haut Conseil de santé publique pour essayer d'obtenir de sa part des recommandations sur la nature de ces adaptations. Nous aurons sa réponse vendredi de façon à pouvoir en tirer les conséquences le 1er septembre, qui est, vous le savez, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions dans le milieu professionnel. Je crois comprendre, là encore, d'après les premières informations venues du Haut Conseil, et je parle sous le contrôle du ministre de la Santé, que le Haut Conseil ne serait pas opposé à des adaptations, mais là encore, localisées et en fonction de la gestion du risque, c'est-à-dire de la situation épidémiologique globale de la zone dans laquelle l'entreprise en question, ou l'administration, puisque évidemment ces dispositions s'appliqueront intégralement aux administrations publiques, se trouve. Merci. Désormais, nous allons passer à des questions pour M. Blanquer. Une question d'Arthur, qui est élève en classe de seconde, qui a été posée via Instagram. Comment va s'organiser le passage à la cantine pour les élèves? Alors, sur le passage à la cantine, on a l'expérience du mois de juin, où on avait déjà établi un protocole pour la cantine. Pour la cantine, comme pour d'autres sujets, on obéit toujours au même principe, c'est-à-dire éviter des cohortes trop nombreuses et avec l'agglutinement des personnes et des élèves. Donc le principe de la cantine, c'est d'être espacé. Alors évidemment, chaque cas est particulier, c'est pourquoi c'est fait sous forme de recommandations. Et donc sur notre site, nous proposons des recommandations qui sont surtout regardées d'ailleurs par les collectivités locales, puisque les sujets de la cantine sont de la compétence des collectivités locales, mais bien sûr ce sont les chefs d'établissement ensuite qui régulent les emplois du temps de façon à ce que les élèves y aillent les uns derrière les autres. Mais vous voyez, sur le sujet de la cantine comme sur d'autres, notre but c'est quand même la continuité du service public, c'est-à-dire il est hors de question de sacrifier la cantine alors même qu'il y a un enjeu alimentaire, social extrêmement important dans la continuité de l'action de cantine. Seconde question pour M. Blanquer, de Jan Bayadi via Twitter. Le lavage des mains est important. Qu'est-il prévu pour les élèves à l'entrée des classes pour qu'ils puissent se responsabiliser? Alors, cet internaute a tout à fait raison de rappeler que le lavage des mains, c'est très important et qu'on ne doit pas l'oublier et que c'est probablement un des gestes même les plus importants qui soient régulièrement. Et donc, ça nous renvoie à plusieurs choses. D'abord, je le disais tout à l'heure, la disponibilité du savon, très concrètement, dans les toilettes des écoles, des collèges et des lycées. Et c'est aussi d'ailleurs un sujet de progrès de notre système. C'est un point faible en France que d'abord l'habitude de se laver les mains et le fait d'avoir à la fois les lieux et le matériel nécessaire. Donc c'est quelque chose qui devra rester même après la crise et qui d'ailleurs nous prévient contre d'autres maladies. Ensuite, il y a la sensibilisation. Cette sensibilisation, elle se fait au travers de petites affichettes qui sont prévues partout et qui doivent permettre de rappeler en permanence que c'est impératif. Et puis enfin, il y a des actions pédagogiques et éducatives qui sont prévues de la part des professeurs en début d'année. Et je les invite évidemment à aller le plus loin possible dans la matière pour rappeler que c'est important. Et là aussi, on se rend compte qu'au travers de nos réactions à la crise sanitaire, c'est en fait le civisme que nous développons dans notre pays,
tout particulièrement chez les enfants et les adolescents. Et donc ce sera rappelé en permanence. Merci. On va conclure avec des questions pour le ministre des Solidarités et de la Santé. Anna, qui vit en Île-de-France. Sommes-nous sur le bon chemin pour atteindre l'immunité collective ? L'immunité collective, ça signifie qu'au sein de la population, le virus aurait suffisamment circulé pour ne plus pouvoir circuler. Parce que vous savez que le virus se transmet de personne en personne. Ce n'est pas le virus d'ailleurs qui circule, ce sont les gens qui se le transmettent. On considère habituellement en épidémiologie que sur une infection virale, lorsque 50 à 60% d'une population a été contaminée, le virus arrête de circuler, qu'on a atteint l'immunité collective. C'est un concept qui est compliqué à manipuler pour un virus nouveau comme le coronavirus. Certains pays, d'ailleurs, ont fait le pari de l'immunité collective d'emblée et n'ont pas confiné. Non seulement ils ont eu une mortalité qui était élevée, voire très élevée, et par ailleurs, le taux de ce qu'on appelle la séroprévalence, c'est-à-dire le pourcentage de population qui a été contaminée et donc immunisée contre le virus, n'y est pas forcément plus important qu'ailleurs. On estime, d'après les études qui sont faites par les scientifiques en France, qu'environ 5 à 15%, on va dire environ 10% de la population aurait été immunisée à l'issue de la première vague. Nous menons, avec Santé publique France, des études en population auprès de milliers de Français que nous comparons régulièrement pour regarder si ce taux d'immunisation a augmenté. Mais je le dis, le meilleur moyen d'atteindre une immunité de population, c'est la vaccination. C'est le moyen le plus sûr, le plus efficace. C'est ainsi qu'on éradique des maladies qui circulent. C'était le cas avec la poliomyélite, d'ailleurs, comme ça a été annoncé hier par l'Organisation mondiale de la santé. La transition est toute trouvée. La dernière question a été posée sur Instagram par Joshua. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'arrivée d'un vaccin ? Alors, j'ai beaucoup parlé du vaccin, donc je serai très bref là-dessus. Je ne vais pas être optimiste ou pessimiste. Je dis que l'histoire des maladies infectieuses a été marquée par des victoires qui ont été obtenues grâce au vaccin, que ce soit la variole, que ce soit la poliomyélite, la rougeole, des maladies qui étaient encore plus contagieuses que le coronavirus, des maladies qui faisaient des dégâts considérables et dont on a oublié qu'elles ont parfois existé, qu'elles faisaient autant de ravages que cela. La vaccination est toujours le moyen par lequel nous avons vaincu les virus qui se transmettent fortement et qui font beaucoup de victimes. Donc nous avons besoin d'un vaccin. Toute la recherche mondiale est tournée vers cela. Je vois parfois, vous savez, je le redis, mais on a eu beaucoup de débats sur la vaccination en France, il y a de l'inquiétude, il faut pouvoir expliquer et rassurer. Je le dis, le jour où nous donnerons aux Français l'accès à un vaccin, c'est qu'il sera à la fois efficace et sûr. Nous ne prendrons aucun risque avec la santé des Français, mais il y aura, je pense, un travail de conviction à mener. Dire que c'est la Commission européenne, à l'échelle de tous les pays européens, qui travaille pour passer des commandes avec des comités indépendants internationaux qui déterminent de l'intérêt de tel ou tel produit en cours de développement. J'espère, je croise les doigts, que d'ici la fin de l'année 2020 ou au début de l'année 2021, nous pourrions avoir des pistes très sérieuses. En tout cas, nous mettons tout en œuvre pour que lorsqu'il existera, ce vaccin soit accessible pour tous les Français sans délai. Ce qui me donne, avant de vous céder la parole, l'occasion de dire qu'il y a un virus connu et dont les symptômes peuvent être proches de celui qui nous réunit aujourd'hui, qui est la grippe, et que donc, pour pas qu'il y ait confusion avec toutes les conséquences que cela pourra entraîner, il faudra se vacciner le plus possible contre la grippe, toujours, mais particulièrement cette année. Mesdames et messieurs, nous vous écoutons. Madame. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Valérie Astruc, France 2. Vous avez déclaré hier qu'il ne fallait pas s'affoler. Ce matin, vous venez de dire aussi qu'il ne fallait pas être anxieux. Le ministre de la Santé, dimanche, dit que la situation est à risque. Que doivent penser les Français ? Quel est le message ? Est-ce que vous souhaitez les rassurer ou au contraire les alarmer ? Et puis deuxième question, le virus circule activement en Île-de-France. Est-ce que vous envisagez des mesures telles que celles prises à Marseille pour l'Île-de-France, ou en tout cas Paris et la Petite Couronne ? Merci. Pas toujours pratique le masque, hein, voyez. Bien. Sur le message global, je vais le répéter sans cesse, c'est celui de la vigilance. Affoler les gens, madame, je n'ai jamais vu ici ou ailleurs en quoi cela pourrait être utile. Il faut, je crois d'abord, en démocratie, dire la vérité. La vérité, voilà. D'ailleurs, de vous à moi, les gens aussi voient ce qui se passe autour d'eux. Bon. Donc, il faut à la fois leur dire que nous, c'est notre premier rôle, l'État, les institutions publiques, le gouvernement, nous sommes prêts, nous nous sommes
comme les autres pays, amélioré dans la prévention et la gestion de cette épidémie depuis que nous en connaissons les effets, malgré l'incertitude de cette dernière. Et nous savons aussi, c'est pourquoi il faut marteler ces messages, que précisément cette lutte contre l'épidémie dépend aussi des comportements individuels de chacune et chacun. Donc, affoler, sûrement pas, appeler à la vigilance et au sens des responsabilités, très sûrement, très sûrement. Est-ce que je trahirais le fond de la pensée de tout le monde et de tous les Français en disant que peut-être il y a eu une forme de relâchement ces dernières semaines qui peut expliquer les chiffres que j'ai présentés au début de mon intervention. Donc, voilà, tout le monde doit apporter, le gouvernement en premier lieu bien sûr, sa contribution pour faire face à cette situation. Donc je suis serein, mais parfaitement déterminé. Vous avez ensuite posé une question plus précise, on va dire, sur la situation francilienne. Les Bouches-du-Rhône, comme Paris, sont classés dans les départements de circulation active du virus, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Cela va entraîner des conséquences. Cela l'a entraîné à Marseille, à Paris. J'ai indiqué que le préfet, après concertation avec la maire, va étendre le port du masque dans l'ensemble de la capitale. Et la question, évidemment, se pose pour la petite couronne, compte tenu des circulations entre ces territoires. À Marseille, des dispositions complémentaires ont été prises, c'est ce à quoi vous faites allusion, madame, notamment sur la fermeture anticipée de certains établissements. En fait, d'après les données dont nous disposons, les deux zones, effectivement, dépassent les 50 pour 100 000 qui les classent dans la même zone, mais à ce jour, jusqu'à ce jour, il y a des indicateurs encore plus dégradés dans le sud, notamment concernant les personnes âgées, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des personnes plus vulnérables, notamment sur le taux de positivité des tests, qui a conduit effectivement à envisager des mesures, je parlais tout à l'heure de gradation, un peu plus importantes, un peu plus sévères à Marseille. Mais, soyons clairs, nous sommes vigilants sur l'évolution de la situation et les mesures qui doivent être prises le seront en fonction des circonstances. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Paul Bria pour l'agence France-Presse, l'AFP. Vous avez dit que vous étiez prêt à reconfiner éventuellement localement. À partir de quel taux d'incidence on pourrait imaginer des reconfinements? Monsieur le ministre de la Santé. On tient compte, comme l'a dit le Premier ministre, de plusieurs indicateurs. Jusqu'ici, et depuis le début de la crise, pour prendre des mesures, nous avons tenu compte de certains paramètres de diffusion du virus, l'incidence par exemple en est un, ou la positivité des tests. Et lorsqu'il a fallu prendre des décisions qui iraient au-delà encore de protection des personnes, c'était guidé par un indicateur majeur, très général mais fondamental, la pression sanitaire, la pression hospitalière, la montée des hospitalisations, la montée des réanimations, ce que nous ne constatons pas, en tout cas pas dans des proportions qui justifieraient aujourd'hui de se poser cette question. Et ce qu'a dit le Premier ministre est le plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 4 fois plus de risques d'être porteur du Covid dans les Bouches-du-Rhône si vous avez 20 ans que si vous en avez 70 ou 80. Or, on sait que les personnes jeunes qui peuvent faire des formes graves, 30% des gens qui sont aujourd'hui en forme grave à l'hôpital ont moins de 60 ans. Mais c'est plus rare, beaucoup plus rare. La plupart d'ailleurs sont asymptomatiques, mais certains font des symptômes. C'est pour ça que je leur dis, attention, vous n'êtes pas à l'abri parce que vous avez 20 ans et que vous chopez le Covid. Vous pouvez faire des symptômes et ça peut durer. Mais si on voit que le virus bascule des populations les plus jeunes aux populations vulnérables, avec des clusters dans les EHPAD, avec des admissions à l'hôpital de personnes âgées, en nombre, alors là, on sait que l'impact sanitaire, il peut devenir très fort, très haut, très vite, et dans ce cas-là, on est obligé de prendre des mesures. Donc, quand je disais qu'on était dans une situation, je ne sais plus quelle était l'expression qui avait été utilisée par madame, mais à risque, c'est-à-dire on constate que le virus circule beaucoup chez les jeunes, pas encore beaucoup chez les moins jeunes, mais si ce passage se fait, on peut être dans des difficultés qu'ont pu connaître d'autres pays
assez loin de nous, mais dont on a pu constater que lorsqu'ils avaient agi trop tard, les conséquences étaient terribles. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonjour, Camille Collin pour TF1 LCI. Pourquoi privilégier maintenant le masque à la distanciation sociale? C'est le sentiment qu'on a dans les espaces culturels ou dans les cours de récréation, puisqu'il est obligatoire aussi dans les cours de récréation pour les plus de 11 ans. Est-ce le signe que les Français ne respectent pas assez les distanciations sociales? Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce cas, faire porter le masque à tout le monde? Et autre question, vous n'avez pas parlé des crèches. Comment ça va se passer pour le personnel des crèches? Est-ce qu'ils doivent eux aussi porter le masque tout le temps? Votre question est très importante, madame. Très brièvement, le virus, il a 3 paramètres de transmission. 2 qu'on ne maîtrise pas. La durée pendant laquelle on est contagieux quand on est malade et l'intensité de la contagiosité, c'est-à-dire la capacité d'un virus à passer d'une personne à une autre. Le 3e paramètre du virus qu'on maîtrise, c'est le nombre de personnes avec qui on est en contact et à qui on peut transmettre le virus quand on est malade. La distanciation, c'est ça. C'est pas être à distance des gens pour le plaisir ou plutôt pour le déplaisir. C'est dire, moins vous êtes en contact rapproché avec vos voisins, avec votre famille, vos amis, moins si vous êtes malade, et la plupart du temps sans le savoir, vous risquez de leur transmettre le virus. La distanciation sociale, la prise de distance, c'est la mesure la plus essentielle. Le lavage des mains est absolument essentiel lui aussi, puisqu'on sait que la majorité des cas se transmettent par les mains. Je vous rappelle que vous touchez, sans vous en rendre compte, votre visage à peu près une fois toutes les minutes. Et donc, si vous avez du virus sur les mains, vous pouvez vous contaminer même si vous avez un masque. Et par ailleurs, nous l'avons dit et martelé, le masque n'est pas un totem d'immunité, c'est un outil de protection important contre le passage aérien du virus et la transmission, notamment dans les lieux clos, mais pas que. Mais ce n'est pas un totem d'immunité. Et au cours de déplacements de vacances, j'ai pu constater qu'il y avait des gens qui parfois portaient un masque et se faisaient la bise. Ou parfois, vous avez des gens sur des gradins qui portent un masque et qui se tiennent par la main, comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne protège pas. Si vous portez un masque, il faut évidemment le porter dans les bonnes conditions, mais ça n'empêche pas de garder de la distanciation. Pour autant, nous avons des recommandations d'autorités scientifiques qui considèrent que dès lors que vous remplissez les critères d'avoir les mains nickel, c'est-à-dire passer au gel hydroalcoolique ou laver au savon, et que vous portez un masque, et que vous venez en groupe, eh bien, les règles de distanciation sont peut-être moins essentielles aujourd'hui, en tout cas ne justifient pas d'aller fermer des pans entiers de la vie des Français. Donc, encore une fois, c'est une mesure complémentaire, essentielle, mais qui ne se suffit pas en elle-même. Sur la question du personnel de crèche, de la petite enfance, nous attendons encore un avis des autorités sanitaires compétentes, complémentaires, qui va arriver très vite, et vous aurez la réponse très vite. Oui, il faut peut-être, madame, juste, si je puis me permettre de compléter la réponse du ministre des Solidarités et de la Santé. Rappeler, moi je ne suis pas comme lui spécialiste, même si je m'étais précédemment occupé du déconfinement, quand même que la doctrine scientifique, pas simplement du point de vue intellectuel, mais liée à l'observation, on a maintenant un retour, et là, si j'ose dire, très fort sur cette maladie et ses implications, a quand même évolué, pas qu'en France, partout, dans le sens d'une préconisation, dans les conditions que vient de vous rappeler M. Véran, du port du masque. Malgré tout, si vous lisiez à la fois l'état général de la doctrine il y a au mois d'avril et les implications concrètes qui en étaient tirées, on n'avait pas, vis-à-vis du masque, et on n'aurait peut-être pas eu, à la réponse à votre question, exactement la même attitude. Bon, on sait quand même qu'au-delà de tout ce qu'a dit le ministre, il y a une transmission, que peut-être, alors qu'on se disait même à 1 mètre, le virus ne vit plus, il y a des doutes, il y a des observations, des essais qui ont été faits, enfin il y a des experts pour vous dire ça, mais quand même, c'est une tendance qui de toute façon existait à l'époque, lorsqu'on disait, vous vous souvenez du métro, les gestes barrières sont très difficiles, sinon impossibles à respecter. Donc, c'est les deux, effectivement, c'est la bonne réponse. S'agissant de la petite enfance, qui a débordé d'ailleurs sur les maternelles, en réalité, si tout était très simple, ça se saurait. Vous savez bien qu'on a 2 enjeux, pas contradictoires, mais qu'il faut essayer de concilier. Le premier, c'est celui qu'on vient de rappeler. Il n'y a pas de raison que dans une école maternelle, il n'y ait pas de circulation du virus qui soit permise par le non-port du masque, ou dans une crèche. Bon, parce que je rappelle aussi, indépendamment même des enfants, il y a les adultes entre eux, enfin, il y a d'autres personnes susceptibles d'être contaminées.
La difficulté, c'est que les mêmes professionnels de la petite enfance nous expliquent que, notamment pour un enfant tout petit, voir quelqu'un avec un masque peut présenter pas des traumatismes, je ne sais pas si je vais trop loin, mais enfin qu'il peut y avoir des difficultés dans la relation, etc. Bon, on est bien obligé aussi de prendre en compte cette donnée. Bon, alors, quel enfant aura peur d'un adulte qui porte le masque, quel autre n'en aura pas? Bon, vous voyez, ça rentre dans des choses. Donc, votre question, elle touche un sujet, mais comme des milliers, que suppose la gestion de cette épidémie, d'horlogerie fine. D'horlogerie fine. Bon, on y est. Mais je ne crois pas, en tout cas, c'est en tout cas la position que j'ai prise, les déclarations que j'ai faites, relayées s'agissant des écoles maternelles hier par le ministre chargé de l'Éducation nationale, que le principe que vous évoquiez du port du masque, surtout, dois-je le rappeler quand même, on est plutôt dans des lieux clos. Je ne parle pas des cours de récréation, enfin une crèche, une classe, fût-elle maternelle, c'est un lieu clos qui, vous le savez, est un critère supplémentaire dans la décision de porter le masque. Bon, donc, à chaque situation, il faut s'adapter, trouver les solutions les plus adaptées. C'est sûr que ce serait plus simple s'il y avait des solutions uniques partout, pour tous, etc. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, nous avons le devoir d'aller au plus près pour prendre les mesures les plus efficaces. Parce que vous avez parfois d'excellentes intentions, mais dont l'application se retourne contre leurs auteurs. Alors, pardon, quelqu'un qui a posé... Oui, monsieur. Bonjour, Adrien Beck, Europe 1. Monsieur le Premier ministre, vous avez indiqué que des plans de reconfinement territoriaux étaient donc prêts. Dans la mesure où ils sont prêts, est-ce que vous avez déjà une idée de l'échelle territoriale à laquelle ils pourraient intervenir? Est-ce que c'est régional, départemental, métropolitain, voire communal? Et avec quelle gradation? Est-ce que c'est un confinement strict? Est-ce que c'est une forme de semi-confinement, fermeture de certains magasins, couvre-feu? Est-ce que vous avez des éléments à nous communiquer? Merci. Alors, je demanderai, s'il le veut bien, au ministre de la Santé, puisque c'est sous l'égide du ministère de la Santé que ces plans ont été préparés, en vous disant que ce n'est pas une affaire nouvelle, je commence par ça, puisque, pardon d'y faire à nouveau référence, mais dans le cadre de la mission sur le déconfinement que mon prédécesseur Édouard Philippe m'avait confié, déjà tout en préconisant un déconfinement progressif, gradué, territorialisé, nous avions recommandé que des hypothèses de reconfinement soient établies. Et effectivement, pour répondre à votre question, avec le plus d'hypothèses possibles. Vous pouvez, si je puis dire, puisque le ministre y a fait allusion, même si là encore il faut le manier avec beaucoup de précautions, reconfiner un EHPAD, par exemple. D'accord ? Bon, est-ce que ça peut être une ville entière, un département? Je pense que c'était le sens de votre question, en tout cas si je l'ai bien comprise. On ne peut pas avoir de réponse a priori, mais il faut avoir des outils qui nous permettent de le mettre en œuvre si c'est nécessaire. Et encore une fois, d'adopter en amont le plus possible de mesures graduelles ou de prévention pour éviter d'en arriver là. Olivier. Vous avez tout dit, monsieur le Premier ministre. C'est vrai que c'est une vision territorialisée, territoire par territoire. Prenez par exemple les Bouches-du-Rhône, je disais tout à l'heure, le taux de contamination est fort chez les jeunes. C'est pas pour incriminer les jeunes ou pour, encore une fois, être ni paternaliste ni moralisateur, j'ai horreur de ça. C'est pas le sujet. C'est qu'on constate factuellement que les jeunes se contaminent plus que les moins jeunes. Et on constate que des endroits où ils sont susceptibles de se contaminer sont des lieux de sortie, par plus ou moins d'ailleurs réglementaires. C'est pour ça que le Premier ministre le rappelait, beaucoup d'actions sont conduites sous l'égide du préfet et du ministre de l'Intérieur pour faire fermer les endroits qui ne respectent pas les règles. Donc l'idée du couvre-feu, c'est-à-dire de fermeture anticipée des lieux de sortie le soir à Marseille, répond notamment à cette particularité. Mais si nous constations, comme l'a dit le Premier ministre, que les personnes âgées commençaient à se contaminer, nous aurions évidemment à l'esprit la protection la plus forte, des plus vulnérables et des plus fragiles d'entre nous. D'accord ? Donc on constate en fonction de telle ou telle situation qu'on peut apporter telle ou telle réponse. Ce que nous avons fait d'ailleurs, la Mayenne est un exemple réussi de plan, de ce qu'on appelle le plan rebond local, où ont été appliqués en Mayenne, je m'y étais d'ailleurs rendu pour voir les acteurs locaux sur place, où nous avons testé massivement, nous avons mis à l'abri massivement, et nous avons mis en place des mesures de restriction qui ont permis d'enrayer, d'endiguer l'épidémie avec succès. Donc partout où c'est nécessaire,
nous le faisons. Ce que nous voulons éviter à tout prix, c'est l'idée justement d'un reconfinement général qui toucherait tout le pays de manière, j'allais dire aveugle, pas aveugle, nécessaire parce qu'elle était nécessaire et personne ne le remet en question au printemps dernier face à l'urgence sanitaire, mais nous voulons justement anticiper pour ne pas arriver à une situation comme celle-ci. Oui. D'ailleurs, vous avez entendu dans la bouche du ministre l'emploi du mot plan rebond qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais je crois que c'est la première là, des internautes, la résidente d'un ESAT qui disait que ça la stressait. C'est vrai que peut-être le mot rebond qui qualifie l'épidémie et les mesures qu'on prend pour y faire face est peut-être un peu moins anxiogène que reconfinement qui concerne des territoires et surtout, en l'occurrence, les populations qui y résident. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé en Mayenne, ce n'est pas stricto sensu un reconfinement, mais enfin, ils ont quand même pris un certain nombre de dispositions, parfois contraignantes du reste, qui ont été adaptées à la situation locale. J'ai reçu le maire de Laval qui m'a expliqué tout ça dans le détail. Mais le résultat quand même a été, comme je l'indiquais dans mon propos liminaire, favorable. Donc le message à passer, me semble-t-il, puisque vous posez la question, c'est à la fois... si on est tous efficaces et raisonnables, on peut éviter d'arriver à cette hypothèse, mais je crois que nous serions, nous, pour le coup, non responsables si nous ne disposions pas des outils pour y faire face. Voilà. Et ces outils, ils seront d'autant plus efficaces et d'autant plus acceptés, parce que dans tout ça, le sous-jacent, c'est qu'il faut une acceptabilité par la population, donc une forme de compliance, d'engagement des citoyens. Donc, dire, attendez, on ne va pas, parce qu'on n'a pas su trouver les outils, embêter des gens qui sont à 1000 km, alors qu'il faut traiter une situation localisée. Je pense qu'il y a aussi derrière, non seulement de l'efficacité qui doit nous guider en premier chef, mais de la crédibilité, donc de l'acceptabilité des mesures que nous envisageons. Je le répète, on doit être sérieux dans tout ça, le plus fin, le plus adapté possible, pour permettre à la vie de notre pays, pour le plus grand nombre, et dans le plus grand nombre de circonstances temporelles, parce que ces mesures, elles peuvent être aussi limitées dans le temps, ces limites de rebond, le ministre l'a rappelé, pour permettre donc au plus grand nombre et de territoires et de personnes d'avoir une vie normale. Sauf qu'aujourd'hui, vivre avec le virus, et tant que M. Véran n'aura pas trouvé un vaccin, c'est une vie avec un certain nombre de contraintes, voilà, je vous vois tous là, ben oui, de respect de gestes barrières. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas une vie tout à fait normale, mais comme je l'indiquais dans mon intervention, ce n'est pas non plus quand même une vie de bagne. Donc je pense que la démocratie peut parfaitement s'accommoder avec la gestion du virus. Et en tout cas, c'est le rôle de l'État et du gouvernement, il faut rappeler qu'il y a encore une fois des règles du vivre ensemble. C'est une forme de respect finalement. Respectons-nous, voilà. On a applaudi, on avait fait une action de communication que je trouvais très bien, c'est moi qui l'avais faite. On a applaudi les soignants, et on a bien fait. Bon, mais au-delà de les applaudir, ce serait bien si par nos comportements de tous les jours très simples, peut-être très légèrement plus contraignants qu'un applaudissement, on pouvait éviter que dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines, à nouveau, on ait nos services de réanimation qui commencent à se remplir, qui leur occasionnent des risques pour eux-mêmes et une charge de travail considérable. Je pense que c'est à notre portée, c'est à la portée d'une nation responsable et démocratique comme la France. Bonjour, Elisabeth Pinault de l'agence Reuters. Le Royaume-Uni impose une quatorzaine aux voyageurs venant de France. Est-ce qu'une mesure de réciprocité est prévue ? Et vous avez dit que les contrôles frontières étaient efficaces. Donc, est-ce que vous allez les renforcer et peut-être les cibler ? Et si oui, à quel endroit et vis-à-vis de quel pays ? Merci. Alors, merci de me poser cette question, si je puis m'exprimer ainsi. Nous sommes, je le dis tout de suite, et c'est l'efficacité à laquelle je faisais allusion, il faut toujours éviter de tomber dans l'autosatisfaction, mais on va dire, nous sommes au clair sur les mesures qu'il y a lieu de prendre pour les pays situés hors de l'Union européenne et qui présentent des risques sanitaires avérés, donc pays rouge vif, enfin on a établi toute une catégorie, je n'entre pas dans le détail.
Pour cela, donc, la règle, vous la connaissez. On ne vous accueille pas si vous n'arrivez pas avec un test positif que vous aurez réalisé dans le pays où vous vous trouvez. J'oublie une petite étape préalable, la frontière est fermée avec ces pays. Donc là aussi, on me dit, ah oui, il faut être très dur avec ces pays. Je rappelle que les personnes concernées sont le plus souvent des Françaises et des Français, nos compatriotes. Donc, il n'empêche, vous devez arriver avec un test attestant que vous n'êtes pas porteur du virus. Sauf que nous avons constaté, y compris d'ailleurs dans certains États des États-Unis, que ce qui nous rend, comment dire, plutôt à l'aise dans nos propres politiques de test, que certains de ces pays ne peuvent pas tester les personnes concernées. Bon. Donc et c'est là que nous avons, pour tout cela, développé, j'étais allé, entre guillemets, l'inaugurer à Roissy, des politiques de test à l'arrivée. À l'arrivée. Bon. Et c'est là que je dis, ça marche un peu, honnêtement, on s'était dit, est-ce qu'on ne va pas être débordé? Bon, non, finalement, il y a évidemment, comme toujours, quelques jours de calage, mais les informations, en tout cas à ma possession, sont plutôt satisfaisantes, d'où le mot efficacité que j'ai employé tout à l'heure. Alors maintenant, on a le même travail à faire, alors l'Angleterre étant évidemment dans une situation que vous savez, mais j'allais dire à l'intérieur de l'Union, parce que vous avez vu qu'il y a d'autres pays aussi qui ont dit... Bon, la position de la France, c'est clair, le mot réciprocité, pardonnez-moi, n'est pas complètement adapté. Vous faites de la mesure de réciprocité lorsque vous êtes en guerre commerciale, etc. Là, la question, c'est de savoir quelle est la situation sanitaire du pays X. Pas de savoir si... Parce que vous devez très bien voir des mesures qui sont prises d'un pays X à l'égard d'un pays Y qui ont eux-mêmes des situations sanitaires tout à fait différentes. Bon. Donc, la position de la France vis-à-vis de l'Europe, c'est que nous espérons, en tout cas nous l'avons suscité, qu'un travail interne au pays de l'Union aboutisse, alors d'après ce qu'on m'explique dans les jours ou la semaine prochaine, pour fixer des critères communs, parce que, et qui appelleraient des mesures, comme vous avez dit, de réciprocité ou pas. Encore une fois, je n'aime pas beaucoup, madame, ce terme, enfin, je ne trouve pas ce terme adapté. Parce que, encore faut-il comparer des choses comparables. C'est-à-dire que, là aussi, l'Europe a de la santé, a des progrès à faire, et Olivier Véran y pousse, mais faut-il être sûr que ce qu'on appelle indicateur sanitaire dégradé dans un pays soit exactement le même que dans les autres, et que du coup, ça puisse appeler à des mesures comparables. Est-ce qu'ensuite, les mesures, là aussi, il faut s'accorder, est-ce que c'est des interdictions de circulation? Il n'y en a pas eu. Est-ce que c'est des recommandations, ce que nous avons plutôt fait? Est-ce que solution intermédiaire que je vois ces jours derniers? En fait, je crois que c'est les Hollandais ou les Belges qui demandent à ce qu'on produise un test. Ce n'est pas une interdiction d'entrée. Et voilà, si vous avez une possibilité d'attester que la République française, dont vous êtes un citoyen, nous dit que vous avez subi un test et que ce test est négatif, il n'y a absolument aucun problème à ce que vous entriez dans notre pays. Donc, on a là un petit travail d'harmonisation des règles au sein de l'Union. Nous l'avions fait dans un temps 1, parce qu'évidemment, les questions de charge virale ne se posaient pas dans les mêmes termes, enfin avec des écarts beaucoup plus grands pour les pays hors de l'Union. Et j'espère, oui, je ne veux pas faire d'annonce, que vous ne disiez pas, ah oui, monsieur le Premier ministre, vous aviez dit que la semaine prochaine, ces règles où l'Union européenne se mettrait d'accord. L'Union européenne, c'est toujours quand même, vous le savez, des discussions qui peuvent être parfois approfondies. Mais en tout cas, c'est la position de la France. C'est nécessaire pour que nous puissions aussi avoir une gestion des flux, on va dire ça comme ça, interne à l'Union, mais reposant sur des critères, je sais bien, sanitaires. Ce n'est pas les représailles, puisque les situations des pays sont différentes et qu'on est tous amis. Monsieur le Premier ministre, Boris Karlamov, agence A2PRL. Le grand départ du Tour de France sera donné ce samedi à Nice. Nice, un département placé en rouge pour la circulation active du virus. On sait qu'il y aura inévitablement du monde au bord de la route. Alors ma question est la suivante. Était-il vraiment raisonnable de maintenir un tel événement alors que dans le même temps, vous demandez d'éviter les rassemblements familiaux? Et puis pour terminer ma question, juste un chiffre, le Tour de France, c'est entre 10 à 12 millions de spectateurs au bord des routes chaque année. Merci.
Oui, si le ministre, qui est aussi, je vous le rappelle, chargé des sports, le ministre de l'Éducation nationale, pourra compléter mon propos, nous avons pris quand même un certain nombre de dispositions et de protocoles sanitaires qui sont discutés depuis des semaines et des semaines avec l'organisateur du Tour de France. Votre question est parfaitement fondée. On rappelle quand même que c'est un événement en plein air, contrairement à d'autres manifestations sportives qui peuvent se tenir dans des lieux plus confinés. Donc il y a une circulation. Donc effectivement, outre les mesures propres prises pour les coureurs eux-mêmes et leur staff, comme on dit, par l'organisateur et qui relèvent de sa responsabilité, territoire traversé par territoire traversé, à commencer par Nice, comme vous l'avez dit, ville de départ, nous avons veillé à ce qu'il y ait à la fois des prescriptions, des contrôles pour éviter ce que vous avez à juste titre pointé, c'est-à-dire des rassemblements massifs de population. C'est là encore un équilibre difficile. Il y a quand même, j'appelle votre attention, parce qu'on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, une différence tirée de l'expérience avec d'autres événements. En réalité, je vous invite à considérer, vous l'avez sans doute constaté, que les lieux de rassemblement un peu anarchiques, où des gens sont là sans respecter les règles, et sont donc, comme l'a dit Olivier Véran, des endroits où la propagation et la transmission du virus est tout à fait facilitée, et c'est ce qui nous pose d'ailleurs problème au pouvoir public, sont les endroits où il n'y a pas d'organisateurs. Ce sont des endroits soit publics, soit privés, surtout privés d'ailleurs, mais même publics, où il n'y a pas quelqu'un qui gère les flux, etc. Bon, le Tour de France dispose d'un organisateur. Certes, ce n'est pas un lieu clos par construction. En même temps, les gens, c'est quand même censé passer assez vite, normalement. Bon, mais il y a quand même un organisateur auquel, du coup, nous pouvons faire peser un certain nombre d'obligations, en parallèle avec celle de l'État pour les contrôles, celle des communes et des territoires traversés. On a beaucoup travaillé, j'en profite pour le dire, avec Nice sur le départ, mais avec toutes les villes qui scanderont les différentes étapes du Tour. Donc il y a un organisateur. Dès qu'il y a un organisateur, l'expérience montre, enfin l'analyse, y compris même des clusters, montre que le contrôle, d'abord l'édiction de mesures, ensuite la vérification de leur application, se trouve facilité. Ce n'est pas une garantie absolue, monsieur, soyons clairs, mais en tout cas, ça fait plusieurs semaines, si le ministre en charge veut bien compléter, que nous préparons, que nous intégrons les préoccupations que vous avez exprimées avec les organisateurs du Tour. Oui, le Premier ministre a dit l'essentiel. Peut-être un mot pour dire qu'en effet, depuis des semaines, les organisateurs du Tour de France sont évidemment très sensibilisés à cela. Ce sera même emblématique de la capacité d'organisateurs sportifs à faire les choses de façon responsable. Nous y travaillons avec Roxana Maracineanu, avec eux. Et maintenant, nous avons à la fois des mesures de prudence vis-à-vis des sportifs eux-mêmes et puis vis-à-vis du public. Donc vis-à-vis des sportifs, rappelons que les mesures sont drastiques. C'est des tests réguliers, c'est le fait que chaque coureur est dans une bulle sanitaire avant la course, le fait que chacune des personnes présentes autour d'eux a fait l'objet de tests aussi. Donc il y a tout un travail qui est fait pour les sportifs eux-mêmes. Et puis s'agissant du public, il y a tout ce que vient de dire le Premier ministre. C'est vrai qu'il y a une problématique différente sur les villes de départ et d'accueil et puis le parcours. Sur le trajet, il faut quand même... sur ce sujet, comme sur tous les autres, on appelait à la responsabilité normale de tous, que ce soit sur le port du masque ou que ce soit sur la distanciation physique. Et puis, dans les villes, c'est un enjeu d'organisation. Mais en effet, on en a parlé avec le maire de Nice, avec l'ensemble des organisateurs. Tout est fait pour que les critères de base soient retenus. Même si c'est en espace en plein air, il y a quand même des critères à retenir pour éviter en particulier qu'il y ait de l'agglutinement et donc de la transmission du virus. Donc le Tour de France doit être au contraire le signe que nous pouvons continuer à vivre. C'est d'une certaine façon le signe un peu de la résilience de notre société. Le Tour de France, c'est un peu un des grands moments de la vie française. Le fait que nous ayons été capables de l'organiser malgré tout, même si ce n'est pas en temps ordinaire, montre que la vie n'est pas comme d'habitude, mais que par contre la vie continue. Et que c'est vrai pour le Tour de France, comme pour d'autres événements sportifs. Il y aura Roland-Garros, il y aura aussi tout l'impact
de cette vie sportive sur nos élèves. Et j'en profite pour le dire, nous accordons beaucoup d'importance à cette synergie entre le sport et l'éducation. Derrière les enjeux de sport, il y a des enjeux de santé. Et donc, le sport continue aussi pendant cette période. Et à chaque fois que passe le Tour de France, d'ailleurs, les élèves sont sensibilisés à ces enjeux, que ce soit sous l'angle sanitaire, mais aussi sous l'angle du vélo, le savoir rouler, avec l'enjeu écologique aussi qui est derrière, et puis la géographie de la France, enfin bref, tout ce qui fait qu'il y a une dynamique de la vie en société qui doit continuer et qui même parfois doit être renforcée dans cette période particulière. On prend une ou deux dernières questions, si vous voulez bien, monsieur. Bonjour, Loïc Besson, BFM TV. Vous avez cité la Mayenne en exemple à juste titre parce que la politique a fonctionné pour endiguer l'épidémie là-bas. Pourquoi ne pas appliquer les mêmes mesures dans les zones qui sont aujourd'hui en rouge, 21 départements, donc notamment les Bouches-du-Rhône et Paris? Plus généralement, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'anticipation? Et pourquoi, par exemple, avoir attendu le 1er septembre pour imposer le port du masque en entreprise? Et je me permets, puisqu'on parle d'anticipation, vous souhaitez qu'Olivier Véran trouve le plus rapidement possible un vaccin. J'imagine que vous n'êtes pas le seul. Est-ce que ce vaccin devrait être rendu obligatoire? Merci beaucoup. Alors, Olivier, parce que ce sont des questions sanitaires. Alors, pour l'échéance du 1er septembre, bon, quand même, on pourrait tous s'accorder pour dire qu'au mois d'août, les entreprises privées comme publiques quand même fonctionnent un peu moins qu'à partir du 1er septembre et qu'il faut quand même, enfin, vous voyez, entre vous qui me dites « Ah, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, vous n'êtes pas allé assez vite » et les secteurs professionnels, les entreprises qui me disent « Oh là là, vous nous avez imposé ça trop rapidement », peut-être que la vérité est au milieu. Bon, en tout cas, je pense que la date du 1er septembre, compte tenu, encore une fois, des flux de population et notamment de salariés, était plutôt adaptée. Bon. Encore une fois, oui, vous avez raison de dire que la Mayenne s'est bien gérée. Le tout, c'est que nous fassions des retours d'expérience. D'accord ? C'est-à-dire que les autorités locales, à commencer par le préfet des Bouches-du-Rhône, puisque vous avez cité Marseille, soient au courant de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché en Mayenne, parce qu'il y a aussi, ils ont des choses qu'ils ont faites qui n'ont pas été forcément utiles, surtout de la situation épidémiologique d'un département plutôt rural par rapport à des zones densément urbanisées. Donc il y a quand même des différences. Et là, pour ça, nous avons un organisme qui s'appelle le Centre interministériel de crise, CIC, qui, justement, élabore des guides des bonnes pratiques, fait des retours d'expérience, dit ça a marché, ça n'a pas marché, ça c'est adapté à tel territoire, ça n'est pas adapté à tel territoire. C'est d'ailleurs un cheminement, en construction, parce que je vous rappelle que, grosso modo, nous avons une période où à partir de la sortie du confinement, les données épidémiologiques se sont améliorées. Voilà, on a les taux d'incidence qui ont baissé et que c'est depuis environ 3-4 semaines, un peu comme d'ailleurs ce qu'on observe dans les pays qui nous entourent, que la cinétique, comme on dit, a repris assez fortement. Donc, on a un effet d'expérience localisée qui est en cours de construction et qui permet donc d'avoir des réponses les plus adaptées possibles. Donc, quand vous dites, oui, on a bien fait dans la Mayenne, pourquoi on ne fait pas la même chose? D'abord, le préfet de Marseille a réagi et il ne fait pas exactement la même chose parce que la situation n'est pas, hélas, exactement la même, que la configuration, le tissu urbain ne sont pas tout à fait comparables, etc. Bon. Ensuite, je crois que vous avez posé une question sur le caractère obligatoire du vaccin qui est pour M. Véran. Peut-être, si je peux me permettre... En Mayenne, le préfet a décidé de la limitation de la déclaration obligatoire de tous les rassemblements supérieurs à 10 personnes et a généralisé le port du masque. Le préfet de Marseille vient de généraliser le port du masque à Marseille et de limiter, obliger les déclarations, obligé à déclarer tout événement regroupant plus de 10 personnes. Et il a pris d'autres mesures adaptées, comme l'a dit le Premier ministre, à la densité urbaine de Marseille. Donc en fait, il n'y a pas de défaut d'anticipation.
Et il n'y a même pas évidemment qu'on tient compte, et heureusement, des retours d'expérience, puisque ce sont des politiques impulsées nationalement, avec le plan rebond qu'a présenté le Premier ministre, et qui va avoir une application localisée, territorialisée, en fonction de tel ou tel paramètre. Donc je vous rassure là-dessus. Évidemment que l'expérience a été acquise, puisque l'expérience, elle venait en l'occurrence de l'État central. Il faut peut-être dire là aussi un message. On est quand même dans une démocratie, un État de droit. Et donc pour prendre des mesures, il faut quand même des indicateurs. Et vous, alors, parce qu'évidemment, quand les indicateurs sont dégradés, on dit « Ah oui, maintenant, alors on connaît la situation, que n'avez-vous agi avant ?» Parce que pour prendre quand même des mesures qui peuvent être un peu restrictives, on a déjà eu, je vous rappelle, des annulations sur tel ou tel sujet par le juge administratif. Donc, c'est tout le sel, j'allais dire, de cette gestion de crise. C'est-à-dire, oui, anticiper, mais pour anticiper, il faut avoir accumulé des données épidémiologiques qui nous permettent de fonder juridiquement des mesures. Bon. Alors, quand on a tel et tel incident, c'est-à-dire, ben oui, mais bien sûr, il faut agir. Il fallait même agir avant, oui, mais sauf qu'avant, on n'avait pas ces taux d'incidence qui, juridiquement, fondaient la mesure. Donc, vous voyez, enfin, c'est pas toujours aussi simple qu'on l'écrit. Une fois que les faits se sont produits, on est tous parfaitement savants. Mais, encore une fois, on dispose, c'est ce que je disais dans mon propos liminaire, d'outils maintenant de mesure, de thermomètres, docteur, qui nous permettent d'avoir des données localisées, qui nous permettent d'être réactifs. Plus on est anticipatif, vous avez évidemment raison, mieux c'est, mais je le répète, pour agir, c'est ce qu'on attend de nous, il faut quand même des données avérées, parce que, ben oui, dire à un établissement, mettez-vous à sa place, vous allez fermer plus tôt, si vous n'êtes pas capable de le fonder de façon extrêmement sérieuse, il est lui-même fondé à contester devant le juge la mesure que l'administration a prise à son encontre et, le cas échéant, à avoir droit à des indemnités. Donc voilà, on est là, entre ces deux impératifs, mais je pense, on explique, parce que la voie médiane entre tout ça, vous les imaginez bien, le préfet des Bouches-du-Rhône, c'est un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup tenu, moi, au couple maire-préfet dans le déconfinement. C'est-à-dire que tout ça, bien sûr, se décrète, mais tout ça aussi se prépare. L'anticipation, c'est aussi la discussion, la concertation, en l'occurrence avec les professionnels du secteur de la restauration. Dans d'autres endroits, ça peut être d'autres secteurs professionnels. Mais c'est absolument indispensable d'avoir une gestion locale au plus près, parce qu'encore une fois, les situations ne sont pas les mêmes, les acteurs sont différents, et donc les réponses doivent être adaptées à ces situations différentes. Le vaccin ? Oui, le vaccin. Sur l'obligation vaccinale, c'est la question que vous posiez. Est-ce que quand on aura un vaccin sûr et efficace, on le rendra obligatoire ? Écoutez, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre tout simplement parce qu'il faut d'abord avoir des recommandations de la Haute Autorité de Santé, instance scientifique indépendante, une recommandation de l'ANSM, l'Agence du médicament, qui dit le vaccin est sûr, il est efficace, une recommandation du Haut Conseil de santé publique qui nous donne les populations cibles à vacciner en priorité. On peut imaginer, sans risque de trop se tromper, que ce sera les gens vulnérables notamment. Et ensuite, l'évolution épidémique. Donc, je n'ai absolument pas les clés aujourd'hui pour pouvoir vous répondre sur cette question, mais franchement, qui est très prématurée. Ça ne veut pas dire oui, ça ne veut pas dire non, et ça ne veut pas dire qu'on a un plan caché de vaccination. Vous savez, il y a beaucoup, en France et dans d'autres pays, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de peur autour du vaccin. Certains disent qu'on fait, j'entendais sur des réseaux sociaux, je disais même qu'on faisait croire que l'épidémie repartait pour mieux pouvoir vendre demain des vaccins. Enfin, pardon, il faut raison garder. Il faut savoir que les contrats de précommande qui sont passés par la Commission européenne se font en plus à des prix de vaccins qui sont inférieurs à tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent dans l'histoire de la vaccination et du médicament. Et donc, il n'y a aucune crainte à avoir, et nous avancerons avec pédagogie, explication vers les Français pour leur dire quelles sont les conditions de la vaccination. Moi, je souhaite que lorsque nous aurons un vaccin, les Français, qui en auront à mon avis aussi marre de l'épidémie, aient légitimement et naturellement et spontanément envie de se protéger. Voilà. Il y a les anti-masques, il y a les anti-vaccins. Voilà, ça c'est la réalité de nos sociétés. Il faut que nous fassions avec. Allez, une dernière question, si vous voulez bien, monsieur. Stéphane Vernet, Ouest France. Bonjour, j'ai une question sur l'application Stop Covid. A-t-elle réellement fait la preuve de son utilité, de son efficacité ? Vous citiez 2,5 millions de téléchargements, ça ne fait pas forcément 2,5 millions d'utilisateurs. Est-ce que vous pensez pouvoir la relancer ? J'y ai consacré une des diapos dans la présentation tout à l'heure parce que je crois que c'est un bon outil.
il ne va pas être un outil forcément utilisé au quotidien par des... je vais prendre une grand-mère de Mayenne, à qui j'ai discuté de ça, qui me disait « mais moi, Stop Covid, je ne sais pas ce que c'est que ce truc ». Par contre, notamment pour une population plus jeune, ou une population qui utilise les transports en commun dans les zones urbaines et métropolitaines, une population qui est amenée à sortir dans des lieux de sortie, des populations qui ont une vie de famille active ou qui ont beaucoup de contacts autour d'eux, ils ont intérêt. En fait, il n'y a rien d'obligatoire. J'entends parfois des craintes. Alors, est-ce qu'on va revenir sur ma vie privée ? Je vous garantis que beaucoup moins qu'en utilisant ou en allumant votre smartphone, qu'il soit sous Android ou sous autres systèmes d'exploitation, où là, vous divulguez en général, sauf si vous êtes très précautionneux, 1000 fois plus d'informations que ce que Stop Covid recueille s'agissant de votre parcours. C'est anonyme, c'est gratuit, c'est sécurisé. Ce sera efficace, vous avez raison de le souligner, si on est nombreux à le télécharger, et nombreux à le garder allumé sur notre téléphone. Et ça n'oblige à rien. Il n'y a aucune alerte qui va dans aucun ordinateur, d'aucun ministère ou d'aucune administration. Ça vous envoie juste une alerte sur votre téléphone pour vous dire attention, vous avez été cas contact avec une personne qui vient de se déclarer positive dans le logiciel. Je ne sais pas qui est cette personne, et la personne ne sait pas que je suis prévenu. En revanche, moi, je sais désormais que je suis potentiellement cas contact, et là, des informations me sont délivrées, qu'à la rigueur, je suis libre de suivre ou non. Moi, j'incite à les suivre, puisque l'idée, c'est qu'on enraye ensemble par nos comportements l'épidémie. Mais donc, il n'y a aucune crainte à avoir. J'ai eu des débats très longs au Parlement sur cette question-là, très très longs. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, on a eu des débats très longs, notamment avec la majorité sénatoriale, qui, il faut le dire, quand on est sorti d'état d'urgence sanitaire, a retiré du droit tout un tas de dispositifs qu'on nous demande aujourd'hui de remettre pour lutter contre la diffusion de l'épidémie. Et je le dis parce que j'avais prévenu que je le dirais à l'époque, il y a seulement 1 mois et demi. Peut-être que cet été ou à la rentrée, nous aurons besoin d'outils nouveaux pour lutter contre l'épidémie. Parfois, il y a des peurs qui montent comme ça, qui peuvent être relayées jusque dans des débats au Parlement et qui n'aident pas à appliquer des mesures qui sont là pour protéger les Français. Ce débat-là, il n'a pas lieu chez nos voisins. Et l'application qui a été développée sous l'égide de Cédric O, secrétaire d'État au numérique, c'est une application dont on peut être fier, parce que c'est la seule application indépendante des GAFA, donc des grandes majors du numérique. C'est la seule application. Tous les autres, ils fonctionnent avec les Apple, avec Google, etc. Nous, on a fait une application publique, indépendante, gratuite, sécurisée. Donc, on peut avoir tous les débats du monde, écrire tous les articles qu'on veut sur... Mais il faut encore regarder l'essentiel. L'essentiel, c'est la protection des Français. C'est la protection des Français. Et vous pouvez faire confiance dans l'action du gouvernement, je crois, pour aller dans ce sens en garantissant les libertés des uns et des autres. Pour compléter la réponse du ministre, c'est d'ailleurs ce que j'ai déclaré hier chez l'un de vos confrères, qui est, pardonnez-moi de le dire, le bon sens. On n'a jamais fait ça à si grande échelle, d'accord ? C'est un prototype quelque part. Bon, mais, sans surprise, on va dire. Il aurait mieux valu avoir le temps, mais là aussi, qui pouvait savoir tout ça, de tester, y compris technologiquement, l'outil, etc., pendant des mois et des mois, avant d'emblée de le généraliser. Le temps de l'épidémie ne nous l'a évidemment pas permis, et donc on s'est trouvé avec un outil, y compris, je répète, au plan technologique, tout à fait nouveau, ce qu'on ne fait jamais, qu'on a dû déployer d'emblée, sans phase de test. Et on a bien fait pour toutes les raisons. Donc du coup, il ne faut pas non plus s'étonner, compte tenu de cet historique, qu'il n'ait pas, en termes d'efficacité, pu produire tout ce qu'on attendait. Mais, si nous ne l'avions pas fait, surtout sur les bases qu'a rappelé Olivier Véran, je pense que beaucoup nous l'auraient reproché, peut-être encore plus, en disant mais comment on teste des technologies innovantes dans tel ou tel pays et pas la France? Qu'est-ce que c'est encore que ce pays de ringards? Bon, donc on a très bien fait, mais je pense que par rapport aux résultats, il fallait, et il faut, je continue à dire, d'emblée admettre qu'ils ne peuvent être, compte tenu de la façon dont tout ça s'est produit, limité. C'est quelque chose en devenir, ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça sera... Olivier Véran, lors de son expression initiale, parlait des aspects positifs de la crise, parce qu'il faut qu'il y en ait, et c'est justement notre rôle d'en tirer tous les enseignements. Ça sera un héritage, c'est-à-dire le recours aux nouvelles technologies dans un cadre éthique et protecteur, très protecteur de la vie privée, mais l'utilisation des nouvelles technologies pour nous prémunir de virus, alors que celui-là est particulièrement circulant. Bon, sinon, on ne serait pas là ce matin, on parlerait d'autre chose. Mais, enfin, je veux dire, si ça marchait,
vous avez dû tous un jour ou l'autre avoir la grippe, enfin j'en sais rien, je ne vous le souhaite pas, mais il peut y avoir des grippes aussi très agréables. Si on peut faire de la prévention grâce à ce genre d'outils une fois, parce qu'elle va bien finir par s'arrêter, qu'on aura vaincu la crise Covid-19, on sera bien content de pouvoir, entre autres, recourir à ce type de technologie. Sachant, le ministre l'a dit, c'est sûr que c'est peut-être pas tout à fait la plus adaptée pour les personnes de 80 ans. Bon, ça d'accord. Alors même que, je le répète, qu'il se trouve qu'elles sont aussi, en règle générale, les plus vulnérables au virus de toutes sortes. Mais vraiment, nous priver de cet outil avec un fort potentiel de développement, je pense que ça aurait été une grave erreur. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.